Bienvenue à tous et toutes, et retrouvez-nous pour une nouvelle édition des histoires mystiques de Monsieur Mystère. Aujourd'hui, je vous apporte quelque chose de différent. 9 récits profondément troublants, tirés des recoins oubliés des Appalaches. Il ne s'agit pas de légendes de feux de camp ou de folklore internet. Ce sont des confessions de vrais explorateurs, de chasseurs de frissons et d'âmes malheureuses qui ont franchi le seuil de maisons abandonnées, nichées dans les vallons montagneux, et en sont ressorties changées à jamais, si tant est qu'elles en soient ressorties. Dans cet épisode, nous pénétrons dans 9 demeures en ruine, éparpillées à travers la nature sauvage des Appalaches. Des lieux où les murs se souviennent encore des gens qui y ont vécu, où les planchers craquent sous des pas qui ne devraient pas exister, et où certaines portes n'auraient jamais dû être ouvertes. Chaque histoire que vous allez entendre a été reconstruite à partir de témoignages directs, de rapports de police, et des souvenirs hantés de ceux qui ont survécu à leurs explorations. Pour protéger l'identité des personnes impliquées, certains noms et détails mineurs ont été modifiés, mais l'essence de ce qui s'est passé reste intacte et brute. Ces montagnes n'oublient pas, et vous non plus, après avoir entendu ce qui se cache dans leurs recoins abandonnés. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à Monsieur Mystère, Histoire d'horreur, pour un contenu horrifique quotidien qui vous glacera le sang. Activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer une publication quand l'obscurité vous appelle. Maintenant, franchissons ensemble ce seuil et découvrons ce que les ombres des Appalaches ont bien pu cacher. La maison qui a failli m'être détruire. Je suis né dans une ville qui n'apparaissait sur aucune carte. Un endroit où les montagnes des Appalaches se resserraient comme un étau et où le brouillard stagnait bas sur les routes, comme s'il n'avait nulle part où aller. Les gens y gardaient leur distance. Et si vous posiez trop de questions sur certains vallons ou certaines maisons, les anciens se contentaient de secouer la tête et de vous conseiller de faire un détour. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Au lieu de cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. La maison qui a failli me ruiner était l'un de ces lieux que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Elle se dressait à mi-pente d'un versant, le long d'une route de gravier étroite, engloutie par des arbres qui semblaient se pencher sur elle exprès. Quand j'étais enfant, assis à l'arrière du camion de mon père, j'apercevais parfois le faîte de son toit à travers les branches. Comme quand on entrevoit quelque chose du coin de l'œil et qu'on se persuade qu'on l'a imaginé. À l'âge où j'ai pu conduire, je connaissais sa silhouette par cœur, bien que je ne me sois jamais tenu devant elle. Mon ami William fut celui qui me poussa enfin à y aller. Il avait un appareil photo bon marché, trop de temps libre, et une fascination pour les lieux abandonnés qui nous mettait mal à l'aise. Il disait vouloir lancer une chaîne, filmer la décadence réelle des Appalaches, montrer aux gens les maisons vides laissées derrière quand les mines fermèrent et les usines cessèrent leurs activités. Je lui ai dit que la plupart de ces endroits n'étaient pas vraiment vides. Par ici, une maison abandonnée pouvait cacher des squatteurs, des toxicomanes, ou des gens qui ne voulaient pas que leur nom apparaisse sur des actes de propriété. Il a simplement ri et dit que nous serions entrés et sortis avant que quiconque ne sache que nous étions là. Nous avons choisi un après-midi gris de novembre pour y aller. Le ciel était bas et lourd, le genre de temps qui donne l'impression que la journée n'a jamais vraiment commencé. L'allée de gravier avait presque disparu, avalée par la mousse et les feuilles mortes, mais les ornières étaient encore là, comme des cicatrices dans la terre. Au bas de l'allée, il y avait une boîte aux lettres rouillées, le nom de la famille effacé, ne laissant qu'un rectangle pâle où les lettres avaient été. La maison elle-même se dressait, voûtée, au sommet de la pente, haute de 2 étages, le porche affaissé, les fenêtres noires et vides. Un arbre avait poussé à travers les marches de l'entrée, fendant les planches comme si la montagne reprenait lentement possession des lieux. Quand nous sommes sortis de la voiture, la première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de chiens aboyant au loin. Juste le léger sifflement du vent traversant les branches nues. Le genre de silence qui donne l'impression qu'on est écouté. William a levé son appareil photo et a commencé à filmer, narrant à voix basse comme s'il s'entraînait pour son public. Je n'ai rien dit. J'ai simplement observé la maison et essayé de me convaincre que la pression que je ressentais dans ma poitrine n'était que le froid. La porte d'entrée était verrouillée, mais la porte latérale, qui devait donner sur la cuisine, était entr'ouverte, gonflée par la pluie et des années de négligence. Nous avons dû la pousser avec nos épaules pour entrer. L'odeur m'a frappé en premier. Moisi, vieille fumée, bois humide et quelque chose d'aigre en dessous qui me faisait gratter l'arrière de la gorge. La lumière filtrait à travers les fenêtres brisées en fines bandes grises, éclairant des tourbillons de poussière et des toiles d'araignée suspendues comme des rideaux pourris. « Regarde ça », a dit William, balayant la pièce avec son appareil photo. Tout est resté comme s'il devait revenir. Il n'avait pas tort. La cuisine avait encore des assiettes empilées sur le comptoir, une casserole sur le feu, un calendrier accroché au mur, bloqué sur un mois de juin d'il y a plus de 10 ans. Un gobelet en plastique d'enfant gisait sur le côté de la table, le visage d'un personnage de dessin animé à moitié effacé. Cela semblait mal,
comme si nous avions pénétré dans la vie de quelqu'un en plein milieu d'une phrase. Nous avons avancé avec précaution, les planchers gémissant sous notre poids. Dans le salon, il y avait un canapé affalé devant une télévision morte, une couverture au crochet toujours pliée sur un accoudoir, des photos de famille encombrant les murs, un couple le jour de leur mariage, des enfants tenant des poissons devant un étang boueux, des photos de groupe devant un sapin de Noël. Je me suis arrêté devant une photo de la famille debout sur ce même porche à l'extérieur, la maison encore intacte et lumineuse derrière eux. Il y avait 2 parents et 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon avait peut-être 12 ans. Il fixait droit l'objectif, l'expression vide, les yeux d'une nuance trop sombre. « Flippant, non ?» a dit William derrière moi, collant l'objectif par-dessus mon épaule. On dirait qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas avec cet endroit, même à l'époque. J'ai haussé les épaules, mais la façon dont le regard de ce garçon semblait me suivre alors que je m'éloignais m'a fait frissonner. Nous avons continué à avancer dans la maison. Le couloir était bordé de plus de photos, de fragments de leur vie. Premier jour d'école, un chien dans une cour qui n'existait plus. Au bout du couloir, un escalier étroit montait, les marches usées au milieu par des années de passage. Je ne voulais pas monter à l'étage. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Il n'y avait rien d'obvi de différent au 2e étage, mais chaque partie de moi qui se souvenait encore des avertissements de ma grand-mère sur les mauvaises maisons a commencé à résister, doucement mais fermement. William, bien sûr, s'est dirigé droit vers les escaliers. « Tu peux rester en bas si tu veux », a-t-il dit par-dessus son épaule. « Je veux juste voir les chambres. » Je l'ai suivi. Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser monter là-haut seul, que ce serait pire d'attendre en bas en écoutant. Les escaliers ont craqué sous nos pas, et à mi-chemin, j'ai juré que la température a chuté. Pas le genre de froid progressif qu'on trouve dans les vieilles maisons non chauffées, mais une morsure soudaine et aiguë qui a fait s'échapper ma respiration embuée. Je me suis frotté les bras et j'ai continué. Le couloir à l'étage était plus étroit, le plafond plus bas. Des portes s'alignaient de chaque côté, certaines ouvertes, d'autres fermées. Nous sommes entrés dans la première chambre. Une petite pièce avec du papier peint qui s'écaillait, décorée de fleurs fanées. Un lit simple se trouvait sous la fenêtre, le matelas affaissé, un tas de peluches à moitié enterrées dans la poussière au pied du lit. Sur la table de nuit, il y avait une lampe et une petite boîte à musique en céramique en forme de maison. « Regarde ça », a dit William, la prenant. « Tu crois qu'elle marche encore ? » « Ne le fais pas », ai-je commencé, mais c'était trop tard. Il a tourné la clé à l'arrière. Le mécanisme a résisté un instant. Puis une mélodie fine et déformée a commencé à jouer, lente et désaccordée. Le son m'a retourné l'estomac. Il a rempli la pièce, puis a semblé s'infiltrer dans le couloir au-delà, résonnant une fraction de seconde après lui-même, comme s'il jouait 2 fois. C'est alors que j'ai entendu les pas. Ils étaient faibles, comme si quelqu'un marchait pieds nus juste hors de vue. Des planches craquant dans une pièce éloignée. Puis plus près, puis s'arrêtant. William s'est figé, la boîte à musique toujours dans sa main. La mélodie continuait à jouer. « Tu as entendu ça » a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête. Les pas ont recommencé, cette fois au-dessus de nous. Même s'il n'y avait pas d'étage au-dessus, juste le toit. Des pas lents et mesurés traversant la longueur de la maison, puis juste au-dessus de nos têtes. De la poussière s'est infiltrée du plafond à chaque impact étouffé. Il n'y a pas de grenier, hein ? A murmur William. J'avais vu la maison de l'extérieur. Il n'y avait pas de 3e niveau, pas de lucarne, pas de trappe d'accès nulle part où nous étions passés. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers l'embrasure de la porte et j'ai regardé dans le couloir. Il était vide, mais la musique de la boîte sonnait différemment là-bas, comme si quelqu'un d'autre fredonnait en dessous, légèrement désynchronisé. « Éteins-la », ai-je dit. Il a essayé. La clé ne bougeait pas. La chanson a continué, grinçant à travers les notes brisées. Le fredonnement en dessous est devenu plus fort, plus distinct. C'était une voix de femme, basse et sans mélodie, comme si elle essayait de se souvenir de la chanson et échouait. Je me suis reculé dans la pièce pour lui dire à nouveau, et c'est alors que le fredonnement s'est arrêté. La boîte à musique, non. Elle a continué à jouer, mais le son supplémentaire s'est coupé à mi-souffle, comme si quelqu'un avait été interrompu. Puis, de quelque part derrière nous, une voix de femme a parlé, claire et proche, comme si elle se tenait dans l'embrasure de la porte que nous venions de traverser. « William », a-t-elle dit. Mon ami a sursauté comme s'il avait été giflé. Personne ne l'appelait par son prénom complet, sauf sa mère. La façon dont elle la dissonnait exactement comme elle. La même cadence, le même léger accent. Pendant une seconde, j'ai pensé que quelqu'un nous avait suivis, que nous allions nous faire engueuler par un voisin qui avait décidé de faire peur à 2 idiots qui violaient une propriété. Je me suis retourné. Le couloir était toujours vide. « Tu as amené quelqu'un » ai-je demandé. Il a secoué la tête,
les yeux écarquillés. La voix est revenue, plus proche cette fois, juste derrière son oreille gauche. « William, pose ça. » Il a lâché la boîte à musique. Elle a heurté le sol et s'est brisée. La chanson s'est arrêtée à mi-note. Le silence qui a suivi était pire que la mélodie. J'entendais ma propre respiration, saccadée et bruyante. Ses épaules tremblaient. « C'était ma mère », a-t-il dit d'une voix rauque. « Elle est morte depuis 3 ans. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. Quelque part au fond du couloir, une porte que nous n'avions pas touchée s'est ouverte très lentement, le son du bois traînant contre du bois gonflé. L'air a changé, apportant avec lui une faible odeur de fumée de cigarette, la marque exacte que sa mère fumait sans arrêt sur son porche. Je connaissais cette odeur. J'avais passé la moitié de mes années de lycée dans ce nuage. « D'accord », ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un souffle. « On s'en va maintenant. » Nous avons reculé hors de la pièce, sans jamais tourner complètement le dos au couloir vide. En passant devant la porte ouverte, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à l'intérieur. C'était une autre chambre, les murs couverts de plus de photos de famille. Sur toutes, le garçon aux yeux sombres était un peu plus âgé, un peu plus grand, les expressions toujours vides. Seulement sur la dernière photo, quelque chose a changé. Sa bouche était tordue au coin en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et dans le reflet du verre couvrant la photo, j'ai vu 2 formes qui n'étaient pas dans le cadre lui-même. Une grande, une plus petite, nos silhouettes debout là où nous étions maintenant en train de regarder. J'ai cligné des yeux et le reflet a changé. Pendant une fraction de seconde, ce n'était pas nous dans le verre. La silhouette la plus grande avait la tête tournée vers moi. Les traits étaient flous, mais la forme des cheveux, l'inclinaison des épaules, tout était faux. Comme si quelqu'un se tenait juste un peu trop près derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière pour vérifier. J'ai attrapé le poignet de William et je l'ai pratiquement traîné en bas des escaliers. Alors que nous atteignions le bas, la maison a soupiré. Un long gémissement des murs qui semblait être un soulagement ou une déception. Je n'aurais su dire lequel. La porte d'entrée, celle qui était verrouillée de l'extérieur, était maintenant légèrement entr'ouverte, laissant entrer une fine ligne de lumière grise. Nous n'avons pas posé de questions. Nous avons couru dehors. Le silence s'est brisé. Des oiseaux appelaient. Un chien a aboyé quelque part au loin. Un camion a changé de vitesse sur l'autoroute au-delà des arbres. Des sons normaux, presque assourdissants après l'air étouffé de la maison. Nous n'avons pas parlé avant d'être de retour dans la voiture, porte fermée, moteur en marche. « Tu as filmé quelque chose ?» ai-je finalement demandé. Il a regardé l'appareil photo comme s'il avait oublié qui le tenait. Sa main tremblait encore. Il a appuyé sur lecture. L'écran a montré la cuisine, le salon, des éclats de notre rire nerveux alors que nous marchions, puis de la neige grise et épaisse à partir du moment où nous avons touché la première marche jusqu'à l'instant où la caméra nous a capturés en train de trébucher hors de la porte d'entrée. Par-dessus la neige, il n'y avait qu'un seul son qui passait clairement. Une femme fredonnant une mélodie brisée tout près du micro. Il n'a jamais téléchargé ces images. Il les a effacées cette nuit-là, ou du moins il le croyait. Des mois plus tard, il m'a dit qu'il entendait encore parfois cette voix juste avant de s'endormir, disant son nom sur le même ton. Quand il a vérifié la carte mémoire à nouveau, les fichiers étaient vides. L'espace qu'ils auraient dû occuper manquait toujours, comme si la maison avait gardé sa propre copie et ne voyait aucune raison de nous rendre la nôtre. Maintenant, je fais un détour. J'ajoute 10 minutes à tout trajet, juste pour éviter cette route. La maison est toujours là-haut, tordue et brisée contre les arbres. Les gens disent que rien ne meurt vraiment dans ces montagnes. Après ce jour-là, je les crois. Certaines choses attendent simplement, écoutant, jusqu'à ce que vous soyez assez fou pour entrer et leur rappeler votre nom. La maison qui a failli m'être détruire. Je suis né dans une ville qui n'apparaissait sur aucune carte. Un endroit où les montagnes des Appalaches se resserraient comme un étau et où le brouillard stagnait bas sur les routes, comme s'il n'avait nulle part où aller. Les gens y gardaient leur distance. Et si vous posiez trop de questions sur certains vallons ou certaines maisons, les anciens se contentaient de secouer la tête et de vous conseiller de faire un détour. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Au lieu de cela, cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. La maison qui a failli me ruiner était l'un de ces lieux que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Elle se dressait à mi-pente d'un versant, le long d'une route de gravier étroite, engloutie par des arbres qui semblaient se pencher sur elle exprès. Quand j'étais enfant, assis à l'arrière du camion de mon père, j'apercevais parfois le faîte de son toit à travers les branches. Comme quand on entrevoit quelque chose du coin de l'œil et qu'on se persuade qu'on l'a imaginé. À l'âge où j'ai pu conduire, je connaissais sa silhouette par cœur, bien que je ne me sois jamais tenu devant elle. Mon ami William fut celui qui me poussa enfin à y aller. Il avait un appareil photo bon marché, trop de temps libre, et une fascination pour les lieux abandonnés qui nous mettait mal à l'aise. Il disait vouloir lancer une chaîne,
filmer la décadence réelle des Appalaches, montrer aux gens les maisons vides laissées derrière quand les mines fermèrent et les usines cessèrent leurs activités. Je lui ai dit que la plupart de ces endroits n'étaient pas vraiment vides. Par ici, une maison abandonnée pouvait cacher des squatteurs, des toxicomanes, ou des gens qui ne voulaient pas que leur nom apparaisse sur des actes de propriété. Il a simplement ri et dit que nous serions entrés et sortis avant que quiconque ne sache que nous étions là. Nous avons choisi un après-midi gris de novembre pour y aller. Le ciel était bas et lourd, le genre de temps qui donne l'impression que la journée n'a jamais vraiment commencé. L'allée de gravier avait presque disparu, avalée par la mousse et les feuilles mortes, mais les ornières étaient encore là, comme des cicatrices dans la terre. Au bas de l'allée, il y avait une boîte aux lettres rouillées, le nom de la famille effacé, ne laissant qu'un rectangle pâle où les lettres avaient été. La maison elle-même se dressait, voûtée, au sommet de la pente, haute de 2 étages, le porche affaissé, les fenêtres noires et vides. Un arbre avait poussé à travers les marches de l'entrée, fendant les planches comme si la montagne reprenait lentement possession des lieux. Quand nous sommes sortis de la voiture, la première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de chiens aboyant au loin. Juste le léger sifflement du vent traversant les branches nues. Le genre de silence qui donne l'impression qu'on est écouté. William a levé son appareil photo et a commencé à filmer, narrant à voix basse comme s'il s'entraînait pour son public. Je n'ai rien dit. J'ai simplement observé la maison et essayé de me convaincre que la pression que je ressentais dans ma poitrine n'était que le froid. La porte d'entrée était verrouillée, mais la porte latérale, qui devait donner sur la cuisine, était entr'ouverte, gonflée par la pluie et des années de négligence. Nous avons dû la pousser avec nos épaules pour entrer. L'odeur m'a frappé en premier, moisi, vieille fumée, bois humide, et quelque chose d'aigre en dessous qui me faisait gratter l'arrière de la gorge. La lumière filtrait à travers les fenêtres brisées en fines bandes grises, éclairant des tourbillons de poussière et des toiles d'araignée suspendues comme des rideaux pourris. « Regarde ça », a dit William, balayant la pièce avec son appareil photo. Tout est resté comme s'il devait revenir. Il n'avait pas tort. La cuisine avait encore des assiettes empilées sur le comptoir, une casserole sur le feu, un calendrier accroché au mur, bloqué sur un mois de juin d'il y a plus de 10 ans. Un gobelet en plastique d'enfant gisait sur le côté de la table, le visage d'un personnage de dessin animé à moitié effacé. Cela semblait mal, comme si nous avions pénétré dans la vie de quelqu'un en plein milieu d'une phrase. Nous avons avancé avec précaution, les planchers gémissant sous notre poids. Dans le salon, il y avait un canapé affalé devant une télévision morte, une couverture au crochet toujours pliée sur un accoudoir, des photos de famille encombrant les murs, un couple le jour de leur mariage, des enfants tenant des poissons devant un étang boueux, des photos de groupe devant un sapin de Noël. Je me suis arrêté devant une photo de la famille debout sur ce même porche à l'extérieur, la maison encore intacte et lumineuse derrière eux. Il y avait 2 parents et 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon avait peut-être 12 ans. Il fixait droit l'objectif, l'expression vide, les yeux d'une nuance trop sombre. « Flippant, non ?» a dit William derrière moi, collant l'objectif par-dessus mon épaule. On dirait qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas avec cet endroit, même à l'époque. J'ai haussé les épaules, mais la façon dont le regard de ce garçon semblait me suivre alors que je m'éloignais m'a fait frissonner. Nous avons continué à avancer dans la maison. Le couloir était bordé de plus de photos, de fragments de leur vie. Premier jour d'école, un chien dans une cour qui n'existait plus. Au bout du couloir, un escalier étroit montait, les marches usées au milieu par des années de passage. Je ne voulais pas monter à l'étage. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Il n'y avait rien d'obvi de différent au 2e étage, mais chaque partie de moi qui se souvenait encore des avertissements de ma grand-mère sur les mauvaises maisons a commencé à résister, doucement mais fermement. William, bien sûr, s'est dirigé droit vers les escaliers. « Tu peux rester en bas si tu veux », a-t-il dit par-dessus son épaule. « Je veux juste voir les chambres. » Je l'ai suivi. Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser monter là-haut seul, que ce serait pire d'attendre en bas en écoutant. Les escaliers ont craqué sous nos pas, et à mi-chemin, j'ai juré que la température a chuté. Pas le genre de froid progressif qu'on trouve dans les vieilles maisons non chauffées, mais une morsure soudaine et aiguë qui a fait s'échapper ma respiration embuée. Je me suis frotté les bras et j'ai continué. Le couloir à l'étage était plus étroit, le plafond plus bas. Des portes s'alignaient de chaque côté, certaines ouvertes, d'autres fermées. Nous sommes entrés dans la première chambre. Une petite pièce avec du papier peint qui s'écaillait, décorée de fleurs fanées. Un lit simple se trouvait sous la fenêtre, le matelas affaissé, un tas de peluches à moitié enterrées dans la poussière au pied du lit. Sur la table de nuit, il y avait une lampe et une petite boîte à musique en céramique en forme de maison. « Regarde ça », a dit William, la prenant. « Tu crois qu'elle marche encore ? Ne le fais pas, ai-je commencé, mais c'était trop tard. » Il a tourné la clé à l'arrière. Le mécanisme a résisté un instant.
Puis une mélodie fine et déformée a commencé à jouer, lente et désaccordée. Le son m'a retourné l'estomac. Il a rempli la pièce, puis a semblé s'infiltrer dans le couloir au-delà, résonnant une fraction de seconde après lui-même, comme s'il jouait 2 fois. C'est alors que j'ai entendu les pas. Ils étaient faibles, comme si quelqu'un marchait pieds nus juste hors de vue. Des planches craquant dans une pièce éloignée. Puis plus près, puis s'arrêtant. William s'est figé, la boîte à musique toujours dans sa main. La mélodie continuait à jouer. « Tu as entendu ça » a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête. Les pas ont recommencé, cette fois au-dessus de nous. Même s'il n'y avait pas d'étage au-dessus, juste le toit. Des pas lents et mesurés traversant la longueur de la maison, puis juste au-dessus de nos têtes. De la poussière s'est infiltrée du plafond à chaque impact étouffé. Il n'y a pas de grenier, hein? A murmur William. J'avais vu la maison de l'extérieur. Il n'y avait pas de 3e niveau, pas de lucarne, pas de trappe d'accès nulle part où nous étions passés. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers l'embrasure de la porte et j'ai regardé dans le couloir. Il était vide, mais la musique de la boîte sonnait différemment là-bas, comme si quelqu'un d'autre fredonnait en dessous, légèrement désynchronisé. « Éteins-la », ai-je dit. Il a essayé. La clé ne bougeait pas. La chanson a continué, grinçant à travers les notes brisées. Le fredonnement en dessous est devenu plus fort, plus distinct. C'était une voix de femme, basse et sans mélodie, comme si elle essayait de se souvenir de la chanson et échouait. Je me suis reculé dans la pièce pour lui dire à nouveau, et c'est alors que le fredonnement s'est arrêté. La boîte à musique, non. Elle a continué à jouer, mais le son supplémentaire s'est coupé à mi-souffle, comme si quelqu'un avait été interrompu. Puis, de quelque part derrière nous, une voix de femme a parlé, claire et proche, comme si elle se tenait dans l'embrasure de la porte que nous venions de traverser. « William » a-t-elle dit. Mon ami a sursauté comme s'il avait été giflé. Personne ne l'appelait par son prénom complet, sauf sa mère. La façon dont elle la dissonnait exactement comme elle. La même cadence, le même léger accent. Pendant une seconde, j'ai pensé que quelqu'un nous avait suivis, que nous allions nous faire engueuler par un voisin qui avait décidé de faire peur à 2 idiots qui violaient une propriété. Je me suis retourné. Le couloir était toujours vide. « Tu as amené quelqu'un » ai-je demandé. Il a secoué la tête, les yeux écarquillés. La voix est revenue, plus proche cette fois, juste derrière son oreille gauche. « William, pose ça. » Il a lâché la boîte à musique. Elle a heurté le sol et s'est brisée. La chanson s'est arrêtée à mi-note. Le silence qui a suivi était pire que la mélodie. J'entendais ma propre respiration, saccadée et bruyante. Ses épaules tremblaient. « C'était ma mère » a-t-il dit d'une voix rauque. « Elle est morte depuis 3 ans. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. Quelque part au fond du couloir, une porte que nous n'avions pas touchée s'est ouverte très lentement, le son du bois traînant contre du bois gonflé. L'air a changé, apportant avec lui une faible odeur de fumée de cigarette, la marque exacte que sa mère fumait sans arrêt sur son Porsche. Je connaissais cette odeur. J'avais passé la moitié de mes années de lycée dans ce nuage. « D'accord », ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un souffle. « On s'en va maintenant. » Nous avons reculé hors de la pièce, sans jamais tourner complètement le dos au couloir vide. En passant devant la porte ouverte, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à l'intérieur. C'était une autre chambre, les murs couverts de plus de photos de famille. Sur toutes, le garçon aux yeux sombres était un peu plus âgé, un peu plus grand, les expressions toujours vides. Seulement sur la dernière photo, quelque chose a changé. Sa bouche était tordue au coin en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et dans le reflet du verre couvrant la photo, j'ai vu 2 formes qui n'étaient pas dans le cadre lui-même, une grande, une plus petite, nos silhouettes debout là où nous étions maintenant en train de regarder. J'ai cligné des yeux et le reflet a changé. Pendant une fraction de seconde, ce n'était pas nous dans le verre. La silhouette la plus grande avait la tête tournée vers moi. Les traits étaient flous, mais la forme des cheveux, l'inclinaison des épaules, tout était faux. Comme si quelqu'un se tenait juste un peu trop près derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière pour vérifier. J'ai attrapé le poignet de William et je l'ai pratiquement traîné en bas des escaliers. Alors que nous atteignions le bas, la maison a soupiré. Un long gémissement des murs qui semblait être un soulagement ou une déception. Je n'aurais su dire lequel. La porte d'entrée, celle qui était verrouillée de l'extérieur, était maintenant légèrement entr'ouverte, laissant entrer une fine ligne de lumière grise. Nous n'avons pas posé de questions. Nous avons couru dehors. Le silence s'est brisé. Des oiseaux appelaient. Un chien a aboyé quelque part au loin. Un camion a changé de vitesse sur l'autoroute au-delà des arbres. Des sons normaux, presque assourdissants après l'air étouffé de la maison. Nous n'avons pas parlé avant d'être de retour dans la voiture, porte fermée, moteur en marche. Tu as filmé quelque chose ?
ai-je finalement demandé. Il a regardé l'appareil photo comme s'il avait oublié qui le tenait. Sa main tremblait encore. Il a appuyé sur lecture. L'écran a montré la cuisine, le salon, des éclats de notre rire nerveux alors que nous marchions, puis de la neige grise et épaisse à partir du moment où nous avons touché la première marche jusqu'à l'instant où la caméra nous a capturés en train de trébucher hors de la porte d'entrée. Par-dessus la neige, il n'y avait qu'un seul son qui passait clairement. Une femme fredonnant une mélodie brisée tout près du micro. Il n'a jamais téléchargé ces images. Il les a effacées cette nuit-là, ou du moins il le croyait. Des mois plus tard, il m'a dit qu'il entendait encore parfois cette voix juste avant de s'endormir, disant son nom sur le même ton. Quand il a vérifié la carte mémoire à nouveau, les fichiers étaient vides. L'espace qu'ils auraient dû occuper manquait toujours, comme si la maison avait gardé sa propre copie et ne voyait aucune raison de nous rendre la nôtre. Maintenant, je fais un détour. J'ajoute 10 minutes à tout trajet, juste pour éviter cette route. La maison est toujours là-haut, tordue et brisée contre les arbres. Les gens disent que rien ne meurt vraiment dans ces montagnes. Après ce jour-là, je les crois. Certaines choses attendent simplement, écoutant, jusqu'à ce que vous soyez assez fou pour entrer et leur rappeler votre nom. La maison de Miller S. Fork est la porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Au moment où j'ai accepté d'entrer dans la maison de Miller S. Fork, je savais déjà trop d'histoires à son sujet. Par ici, les gens enveloppaient la vérité dans des rumeurs pour la rendre plus facile à avaler. Mais chaque version que j'ai entendue avait la même ossature. Une famille qui avait disparu sans faire ses bagages. Un sous-sol dont personne ne parlait. Et un shérif qui avertissait les enfants que s'ils les attrapaient là-bas, ils ne se donneraient pas la peine d'appeler leurs parents avant de les embarquer. Cette dernière partie aurait dû suffire à me tenir éloigné. Ce ne fut pas le cas. Je m'appelle Nathaniel, et quand cela s'est produit, j'avais 20 ans, je m'ennuyais, et j'étais stupide de cette manière très spécifique qu'on a quand on pense que les mauvaises choses n'arrivent qu'aux gens dans les journaux. Mon cousin Rowan venait d'acquérir un vieux SUV et avait décidé que cela le rendait invincible. Il voulait filmer notre propre série sur les maisons abandonnées et la mettre en ligne. Je lui ai dit de choisir quelques cabanes vides, peut-être une vieille grange. Il a secoué la tête et dit « Si on fait ça, on commence par la pire ». La pire, c'était la maison de Miller S. Fork. Elle se trouvait au bout d'un chemin de terre bosselé, hors d'une route secondaire qui semblait déjà oubliée, au-delà d'un panneau « Défense d'entrée » rouillé, criblé de balles au point qu'on voyait le jour à travers les lettres. La maison elle-même était plus grande que les autres autour. Construite quand l'argent du charbon coulait encore à flot, 2 étages de bardeaux gris avec un grand porche s'affaissant sous son propre poids. Les fenêtres étaient pour la plupart condamnées de l'intérieur. Les quelques vitres restantes étaient si encrassées qu'elles ne reflétaient qu'une version floue des arbres. Nous nous sommes garés sous un bosquet de sapins et avons éteint les phares. Le ciel était de ce bleu mort qu'il prend juste avant la nuit noire, et les cigales étaient en pleine voix, si bruyantes que c'était presque comme être sous l'eau. Rowan a enfilé son sac à dos. Lampe torchée, pied de biche, caméra, le matériel habituel, et ma souris. « Dernière chance pour te dégonfler », a-t-il dit. Je lui ai dit de se taire et j'ai commencé à monter le sentier. Ma voix sonnait mince, même à mes propres oreilles. La porte d'entrée était verrouillée, solide, le verrou toujours engagé. Personne ne l'avait forcé de l'extérieur. Cela aurait dû me rassurer. Ce ne fut pas le cas. Nous avons fait le tour par l'arrière et trouvé une porte de cave encastrée dans le sol. Le bois était gonflé et fissuré. Le cadenas sur celle-ci était plus récent, un cadenas en laiton brillant qui ne correspondait pas à l'âge du bâtiment. Quelqu'un, récemment, avait voulu que cette partie de la maison reste fermée. Rowan m'a regardé, les yeux brillants. « C'est ici que se trouve le bon truc », a-t-il dit, et il a forcé le cadenas avec le pied de biche. Cela a demandé plus de force que cela n'aurait dû. Quand le loquet a enfin cédé, le bruit du métal sur le métal a semblé trop fort dans l'air épais du soir. Les cigales se sont tues, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Nous nous sommes figés, écoutant. Aucun chien n'a aboyé, aucune portière de voiture n'a claqué, juste un nouveau son. Le goutte-à-goutte lent de l'eau de quelque part en bas, résonnant à travers la fissure alors que Rowan ouvrait les portes de la cave. Une bouffée d'air est sortie, humide et fraîche, portant l'odeur du béton, de l'eau de javel ancienne, et de quelque chose de métallique en dessous. Nous sommes descendus. Les marches étaient en béton coulé, glissantes d'humidité. J'ai posé la main sur le mur pour me stabiliser et j'ai senti des rainures sous mes doigts. Comme si quelque chose avait griffé le ciment alors qu'il était encore humide. En bas, nos lampes torchées ont coupé à travers l'obscurité et révélé un espace au plafond bas, divisé en 3 sections. Une zone de stockage avec des étagères brisées et des bocaux vides. Une salle de fournaise avec des conduits rouillés. Et au-delà d'une lourde porte en bois, une 3e pièce. Cette dernière porte était en bois plus récent,
renforcé de plaques métalliques et de 2 verrous coulissants à l'extérieur. Mon estomac s'est noué. Pourquoi verrouiller une porte de ce côté? Ai-je demandé. Rowan n'a pas répondu. Il filmait déjà, narrant à voix basse sur les vieux sous-sols et probablement où ils mettaient leurs légumes en conserve, faisant semblant de ne pas voir ce que je voyais. Les verrous, les éraflures autour d'eux, la façon dont le chambranle s'était fendu là où quelqu'un l'avait frappé de l'autre côté. Il y avait aussi des marques sur le sol en béton. Faibles, mais visibles dans nos faisceaux. Des traces de traînées. Prenons juste quelques photos et partons, ai-je dit. Il a hoché la tête, mais il était attiré vers cette porte comme une langue trouve une dent cassée. Il a tendu la main, les doigts effleurant le métal. Les verrous avaient été tirés récemment. La rouille autour d'eux était brisée, brillante. Celui qui avait verrouillé cette porte l'avait déverrouillée à nouveau, pas plus tard que ça. Ne l'ouvre pas, ai-je dit. Je ne le fais pas, a-t-il menti, la main toujours posée là. Regarde, elle est déjà ouverte. La porte a grincé vers l'intérieur d'1 centimètre, lente et réticente, comme poussée de l'autre côté par un bras fatigué. Il a reculé sa main, comme s'il s'était brûlé. Nous avons tous les deux fixé la porte. Rien n'est sorti. Aucun son, aucune bouffée d'air, rien. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. Finalement, je me suis forcé à traverser vers le mur opposé, faisant semblant de m'intéresser à une rangée de vieux crochets. C'est alors que j'ai vu le panneau. Il était adossé contre le mur, à moitié caché par une chaise cassée. Du vieux contreplaqué déformé avec des coupures de journaux punaisés dessus sous du ruban adhésif jaune. La curiosité a surpassé la peur pendant une seconde. J'ai balayé ma lampe torche dessus et la lumière a rebondi sur des titres que je reconnaissais des journaux, mais jamais tous au même endroit. Autostoppeur local, toujours disparu. Corps trouvé près de la limite du comté, identifié, reste dans la forêt nationale, adolescent en fugue disparaît de la gare routière. Les dates s'étalaient sur près de 15 ans. Certaines avaient des visages en dessous, des portraits scolaires souriants, des photos de permis de conduire. Sous chaque coupure, quelqu'un avait écrit une date et un mot en écriture soignée et carrée. Trouvé. Non trouvé. Trop tard. Ma gorge s'est asséchée. Rowan, ai-je dit doucement. Viens voir ça. Il est venu et a balayé la caméra sur le panneau. Sa lumière a attrapé le bord de quelque chose épinglé bien au centre. Une carte du comté avec des cercles rouges griffonnés autour de certaines routes secondaires et de certains vallons. Un cercle plus sombre, repassé encore et encore, se trouvait juste là où nous étions debout. Quelqu'un avait écrit « Miller S. Fork » à côté, dans les mêmes lettres carrées. Sur la table sous le panneau gisait un cahier à spirale, ouvert à une page remplie d'une écriture serrée. J'ai reconnu les premières lignes d'un article sur une personne disparue que j'avais lu en ligne des mois plus tôt, sur une fille qui avait disparu d'une station-service à 2 villes d'ici. Mais la partie suivante n'était pas tirée d'un article. C'était écrit comme un journal. Prise à la pompe. Lutte. Drogi. Amené ici. Réveillé en Urland. Arrêté après 12 heures. Ma vision s'est rétrécie. J'ai feuilleté les pages au hasard. Plus de victimes, plus de notes. Certaines entrées se terminaient par le mot « éliminé ». D'autres s'arrêtaient simplement en plein milieu. Derrière nous, la porte de la 3e pièce a gémi un peu plus ouverte. Le faisceau de la lampe torche a tremblé dans ma main. « Il faut qu'on y aille », ai-je dit. « Maintenant. Tout de suite. » Rowan n'a pas discuté. Il était devenu pâle sous son coup de soleil. Nous avons reculé, sans jamais détourner nos lumières de cette ouverture. Pendant une seconde, j'ai cru voir un mouvement là-dedans, une suggestion de forme juste au-delà de la ligne de vue. Mais cela aurait pu être mon esprit essayant de combler le vide. Puis nous l'avons entendu. Le crissement de pneus sur le gravier au-dessus. Un véhicule se garait dans l'allée. Nous avons éteint nos lampes par instinct. L'obscurité a frappé comme une chose solide. Le seul son était notre respiration et le léger tic-tac de la maison qui se stabilisait. Puis, directement au-dessus, des planches ont craqué. Des pas lents ont traversé la cuisine. Une porte s'est ouverte, fermée. Il était rentré. Celui qui avait fait ce panneau, écrit ces notes, verrouillait cette porte. Celui qui avait utilisé ce sous-sol pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec la mise en conserve de légumes. La main de Rowan a trouvé ma manche dans le noir, les doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des bleus. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que quiconque était à l'étage pouvait l'entendre. Nous sommes restés là, figés, tandis que les pas se déplaçaient au-dessus de nous, d'avant en arrière, comme quelqu'un vérifiant chaque pièce en bas. Il n'y avait aucun moyen d'atteindre les escaliers sans traverser cet espace ouvert devant la 3e porte. Il n'y avait pas de fenêtre ici, pas d'autre sortie, rien. Nous étions piégés dans l'endroit le plus silencieux où j'ai jamais été, avec un étranger marchant directement au-dessus de nous.
Et Dieu sait quoi derrière une porte que quelqu'un avait autrefois désespérément voulu garder fermée. Une lumière s'est allumée au-dessus, de fines lignes de luminosité fuyant à travers les fissures dans les planchers. Des tourbillons de poussière sont tombés autour de nous dans les fins faisceaux, comme de la neige. Une voix masculine inconnue a fredonné une mélodie sans ton, devenant un peu plus forte alors qu'il se déplaçait vers l'arrière de la cuisine. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Le temps s'est replié sur lui-même, s'étirant et rétrécissant. À un moment donné, les pas se sont arrêtés. Une porte a claqué plus loin, peut-être celle de devant. Un moteur a démarré, puis s'est estompé le long de l'allée. Nous n'avons pas bougé pendant une minute entière après que le son se soit éteint. Finalement, Rowan a chuchoté « Il faut qu'on y aille maintenant ». Nous avons rallumé nos lampes et nous nous sommes dirigés vers les escaliers, gardant autant de distance que possible entre nous et cette porte ouverte. En passant devant, je me suis forcé à ne pas regarder à l'intérieur, mais ma vision périphérique m'a trahi. Il y avait une chaîne boulonnée au sol à l'intérieur, se terminant par une entrave vide et des marques de grattage dans le béton rayonnant vers l'extérieur, comme si quelque chose avait usé un sillon en essayant d'atteindre la porte. Nous avons jailli de la cave, trébuché dans la lumière maladive du soir, et n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous soyons dans le SUV, porte verrouillée, moteur hurlant alors que Rowan le passait en marche arrière. Aucun de nous n'a parlé pendant le trajet du retour. Plus tard cette nuit-là, j'ai appelé le bureau du shérif depuis une cabine téléphonique dans le comté voisin. Je n'ai pas donné mon nom, j'ai juste dit de vérifier le sous-sol de la maison de Miller S. Fork. La voix du standardiste est devenue plate quand j'ai donné l'adresse. Il a dit qu'ils étaient au courant de la propriété. Il a dit qu'ils enverraient quelqu'un. Il avait l'air d'avoir déjà prononcé ces mots auparavant. Des mois ont passé. Puis, un après-midi, les infos ont montré la maison de Miller S. Fork derrière une ligne de rubans de scène de crime. Un homme que je reconnaissais, quelqu'un que j'avais vu en ville, au magasin de bricolage, était emmené en menottes. Le présentateur a prononcé des mots comme « multiples chefs d'accusation »,« homicide présumé »,« personne d'intérêt disparue depuis des années ». Ils l'ont appelé un prédateur. Ils n'ont pas mentionné le panneau, le cahier, la chaîne. Rowan et moi avons regardé ensemble, en silence. Quand ils ont coupé vers des images floues du sous-sol, j'ai vu le mur où se trouvait le panneau. Il était nu, peint en blanc frais. « Tu as toujours la vidéo ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. Il a dit que les fichiers étaient corrompus. La partie dans le sous-sol, du moment où il avait touché cette porte renforcée jusqu'au cadre où on nous voyait sortir dans la cour, n'était que de la neige statique quand il avait essayé de la lire. Tout ce qui restait clair était une seule image fixe qu'il jurait ne jamais avoir prise. Nous deux au bas des escaliers, les visages tournés vers la caméra, les yeux écarquillés, éclairés par une lumière qui n'appartenait ni à l'une ni à l'autre de nos lampes torchées. Je pense à ce sous-sol plus que je ne veux l'admettre. Je pense à la récente date de certaines de ces notes dans le cahier, à la proximité de certains de ces cercles rouges par rapport aux routes que j'emprunte chaque jour. Je me demande si mon appel anonyme a fait une différence ou si l'homme à l'étage aurait finalement fait une erreur de lui-même. Ce qui me tient éveillé la nuit, c'est de savoir à quel point nous aurions pu être simplement deux autres coupures de presse sur ce panneau. Deux dates de plus avec un seul mot en dessous, écrit de cette même écriture soignée. Trouvé ou non trouvé, selon son humeur ce jour-là. La maison-chapelle dans les arbres. Dans ma famille, nous ne parlons pas beaucoup de religion, mais nous parlons des lieux. Ma grand-mère disait « Certaines constructions sont bâties sur de mauvaises phrases dans le livre de Dieu. Des endroits où les mots se tordent de travers. Ces lieux peuvent changer de propriétaire ou tomber en ruine, mais la phrase, elle, reste la même. » Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à la nuit où nous avons trouvé la maison-chapelle dans les arbres. Je m'appelle Elena, et il y a quelques années, j'ai loué une cabane dans les Appalaches avec 3 amis de la fac. Nous voulions un endroit bon marché, tranquille et loin du campus, un endroit où les seules échéances seraient quand le bois de chauffage viendrait à manquer. La cabane que nous avons eue était plus vieille que ne le laissaient supposer les photos de l'annonce, mais elle était assez confortable, perchée sur une crête au-dessus d'une route de gravier étroite, avec rien que des arbres dans toutes les directions. Quand nous avons emménagé, le propriétaire nous a remis la clé et une liste de règles photocopiées. Ne laissez pas de nourriture dehors. Ne déplacez pas les meubles. Et surtout, en grosses lettres majuscules, ne passez pas la clôture en bois derrière la cabane. Nous avons ri de cette dernière consigne. Cela ressemblait à quelque chose qu'un parent dirait à des enfants dans un camping. Quand nous avons demandé pourquoi, le propriétaire a simplement souri finement et dit « Ça tombe en bas par là-bas. Une vieille limite de propriété, de vieilles affaires. Restez juste de ce côté. C'est plus sûr. » Les 2 premiers jours se sont déroulés sans incident. Nous avons fait de la randonnée, brûlé notre nourriture, raconté des histoires de fantômes sur le porche comme si nous étions plus jeunes que nous ne l'étions.
C'était tard dans l'après-midi du 3e jour, quand la lumière a commencé à devenir bleue entre les arbres, que Rowan, un autre Rowan que celui dont vous venez d'entendre parler. Celui-ci, une fille de mon séminaire d'anthropologie, a remarqué la clôture. Elle était à l'arrière, derrière un enchevêtrement de rhododendrons, à moitié caché, le bois noirci par l'âge. Au-delà, les arbres s'éclaircissaient en ligne droite comme un sentier envahi menant en bas de la pente. Des vieilles affaires, mon cul, a-t-elle dit, un pied déjà sur le rail du bas. Il cache quelque chose de cool là-bas. J'aurais dû l'arrêter. Les autres auraient dû aussi. Au lieu de cela, nous l'avons suivi, passant par-dessus la clôture un par un, comme si nous franchissions une ligne que nous ne voyions pas tout à fait. L'air était différent de l'autre côté, plus calme d'une certaine manière, le son de la route et du ruisseau lointain s'estompant comme si nous avions fermé une porte derrière nous. Le sentier descendait en courbe dans un creux peu profond. Les arbres se sont ouverts d'un coup, et la voilà. Un petit bâtiment blanc avec un clocher qui s'était incliné sur le côté, mais n'était jamais tout à fait tombé, niché dans le creux du terrain comme s'il y avait poussé. Ce n'était pas assez grand pour être une vraie église. Pas tout à fait une maison non plus. Les fenêtres étaient hautes et étroites, couvertes de l'intérieur avec du papier journal jauni. Il n'y avait pas de croix, pas de panneau, pas de nom. Vous voyez, a dit Rowan, sa voix un peu trop forte dans le silence. Nous avons trouvé une église secrète. Je vous en prie. De près, le bâtiment semblait pire. La peinture s'écaillait en longues bandes, révélant du bois gris en dessous. Les marches de devant avaient pourri au milieu, laissant un espace que nous devions sauter. La porte était fermée, mais pas verrouillée. Quand nous l'avons poussée, les gonds ont hurlé comme quelque chose protestant dans une langue faite de rouille. À l'intérieur, il faisait plus froid qu'il n'aurait dû. Pas juste frais, mais le genre de froid qui s'infiltre dans vos doigts et fait mal à vos dents. L'espace était une grande pièce avec un plafond bas. Pas de banc, pas d'autel. Les planchers étaient nus, sauf pour des cercles de sel disposés avec une précision soignée, ne touchant pas tout à fait les murs. Chacun d'environ la largeur d'une personne allongée. Dans le coin du fond, des dizaines de bocaux en verre étaient alignés, remplis d'un liquide trouble et de ce qui ressemblait à des morceaux de plantes séchées ou peut-être de vieux papiers flottants à l'intérieur. Le long du mur opposé à la porte, des chaussures d'enfants étaient alignées talon contre orteil. Toutes de tailles différentes, toutes vieilles, certaines avec des lacets noués ensemble. Personne n'a dit un mot pendant un moment. Nous sommes simplement restés là, à écouter notre propre respiration et le léger craquement du bois qui se stabilisait. C'est une ambiance, a murmuré mon amie Cécilia, essayant de sonner amusée. Cela en est sorti mince. J'ai essayé de rationaliser. Les gens faisaient des rituels bizarres dans les endroits ruraux. J'avais vu assez de documentaires pour le savoir. Peut-être que c'était juste un reste des années 70. Une commune ou un cercle de prière qui s'était trop investi dans les accessoires. Mais le sel était frais. Les lignes étaient nettes. Aucune poussière ne s'était accumulée dedans. Aucune perturbation de souris ou d'insectes. Le sol à l'intérieur des cercles était poussiéreux. À l'extérieur, il était propre, balayé. Rowan s'est approché du cercle le plus proche. « Ne fais pas ça », ai-je dit, plus brusquement que je ne l'avais voulu. Elle s'est arrêtée, sa botte au bord du sel. « Détends-toi. Ce n'est qu'un dessin sur le sol. Le projet Pinterest sorcier de quelqu'un. Regarde. » Elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer, narrant d'un ton plaisantin qui ne correspondait pas tout à fait à la tension dans ses épaules. Je me suis dirigé vers les bocaux. De près, je pouvais voir de minuscules morceaux de papier à l'intérieur de chacun, pliés encore et encore. Des noms étaient écrits sur certains d'entre eux en écriture serrée, floutés par le liquide. Quelques-uns des noms étaient des noms de familles familiers dans la région, ceux que j'avais vus sur des boîtes aux lettres ou au dos de maillots de petite ligue. Ce n'est pas de l'art, ai-je dit doucement. C'est autre chose. Derrière moi, quelqu'un a commencé à fredonner. C'était doux au début, une suite de notes sans mélodie, comme un enfant essayant de se souvenir d'une berceuse. Je me suis retourné, m'attendant à voir Cécilia ou Rowan s'amuser. Elles me fixaient toutes les deux, les yeux écarquillés. Helena, achuchot Cecilia. Ce n'est pas nous. Le fredonnement a continué, venant de quelque part au-dessus de nous. Nous avons toutes levé les yeux. Le plafond était fait de planches simples, pas de grenier, pas d'accès visible. Le son s'est déplacé du centre de la pièce à un endroit directement au-dessus de l'un des cercles de sel, puis à un autre. Il ne s'est pas arrêté pour respirer. Ma peau s'est hérissée. Nous devrions partir, ai-je dit. Maintenant. On nous a dit de ne pas venir ici. Ce que c'est, ce n'est pas à nous. C'est alors que l'écran du téléphone de Rowan est devenu noir. Elle l'a tapoté, pensant qu'il s'était verrouillé. Rien. Elle a maintenu le bouton pour le redémarrer. Aucune réponse. La batterie vient juste de mourir, a-t-elle dit.
Mais quand elle a appuyé sur le bouton latéral, la petite icône a clignoté à 80%. Le téléphone refusait de se rallumer. Cecilia a vérifié le sien. Même chose, écran mort, batterie complètement chargée. Le fredonnement a changé à nouveau, prenant une sorte de motif. J'ai réalisé que mon cœur battait en rythme avec lui, accélérant quand les notes le faisaient, ralentissant quand elles traînaient. Il y avait une pression qui montait derrière mes yeux, une sensation comme se tenir trop près d'un haut-parleur lors d'un concert, sauf que le son n'était pas fort. Il était juste présent d'une manière qui semblait fausse. « Passe par-dessus le sel », a dit Rowan soudainement, la voix plate. Juste une fois. Voyons ce qui se passe. Les mots étaient si différents de son ton habituel plaisantin que pendant une seconde, j'ai cru que quelqu'un d'autre les avait prononcés. Elle fixait le cercle le plus proche, un pied s'avançant. Sa main tremblait, mais sa jambe bougeait comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai attrapé son bras et je l'ai tiré en arrière. Non. Elle a cligné des yeux, comme si elle se réveillait. « Quoi ? Tu as dit de passer par-dessus ?» lui ai-je dit. Elle a secoué la tête lentement. « Non, je n'ai pas dit ça. Je n'y pensais que... » Le fredonnement s'est arrêté à mi-note. Le silence soudain était pire. À ce moment-là, tout le bâtiment a semblé pencher vers l'intérieur, comme si les murs avaient pris une inspiration. De quelque part sous le plancher, un coup sec a retenti, comme quelque chose de lourd frappant le bois d'en bas. Cela nous a brisés. Nous avons détalé, trébuchant les uns sur les autres, tâtonnant vers la porte. Alors que nous franchissions le seuil, les téléphones dans nos poches ont vibré tous en même temps, les écrans s'allumant à nouveau avec des notifications manquées dans le temps. Nous n'étions restés à l'intérieur que 9 minutes. Cela semblait bien plus long. Nous n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous soyons de retour par-dessus la clôture derrière la cabane. L'air semblait plus mince là-bas, plus facile à respirer. Derrière nous, en bas dans le creux, le petit bâtiment blanc se tenait silencieux et immobile parmi les arbres, comme s'il n'avait jamais fait un son de sa vie. Cette nuit-là, aucun de nous n'a bien dormi. Nos téléphones, qui fonctionnaient parfaitement une fois que nous avions quitté le creux, avaient chacun enregistré un fichier audio pendant le temps où nous étions à l'intérieur, bien que personne n'ait appuyé sur enregistrement. Sur le mien, tout ce qu'on pouvait entendre était le bourdonnement bas, constant et proche, et en dessous, un second son que je n'avais pas remarqué sur le moment. Le grattement léger de quelque chose sur du bois en arc lent et régulier, comme un pied nu testant le bord d'un cercle qu'il ne pouvait pas traverser. Le lendemain matin, alors que nous partions tôt, le propriétaire a simplement hoché la tête quand j'ai posé la clé sur le comptoir en chargeant la voiture. Il a finalement parlé alors que nous franchissions la clôture. « Ce n'est pas une question », a-t-il dit. J'ai ouvert la bouche pour mentir, puis je l'ai refermée. « Nous ne sommes pas entrés », ai-je dit à la place. Cela, au moins, n'était pas un mensonge par omission. Il a étudié mon visage pendant un long moment, avec une sorte de pitié dans les yeux. « Des endroits comme ça ont été construits à dessein », a-t-il dit doucement. « Pas pour le culte, pour la contention. Les gens sont partis et ont oublié à quoi servaient les murs. Les murs, eux, n'ont pas oublié. J'ai failli lui demander ce qui serait arrivé si nous avions marché dans ces cercles, si les noms dans les bocaux étaient un jour effacés. Au lieu de cela, je suis monté dans la voiture et j'ai fermé la porte. Depuis, chaque fois que j'entends un fredonnement venir de l'appartement au-dessus du mien, j'attends. Je compte les notes. J'écoute le coup qui vient après. Jusqu'à présent, ce n'était que la télévision du voisin ou la machine à laver de quelqu'un. Mais parfois, tard dans la nuit, cela se synchronise avec mon cœur d'une manière que je me souviens trop bien. Et je me surprends à vérifier les coins de ma chambre pour une ligne de sel que je ne me souviens pas avoir tracée. La maison au bout de Bitter Creek Road. La première fois que j'ai entendu parler de la maison au bout de Bitter Creek Road, ce n'était pas par un ivrogne dans un bar ou un enfant ennuyé à l'école. C'était mon grand-père. Et il n'essayait pas de me faire peur. Il essayait de me garder en vie. « Si jamais tu te perds là-haut, avait-il dit, pointant la ligne sombre des arbres qui marquait le début des crêtes les plus hautes, et que tu vois une ferme à 2 étages avec de la peinture rouge restant seulement sous les avant-toits et un chêne mort poussant droit à travers le porche, tu fais demi-tour. Je me fiche que des couteaux tombent du ciel. Tu fais demi-tour et tu t'en vas. » J'avais 13 ans à l'époque et je pensais qu'il dramatisait. Quand j'ai été assez grand pour conduire sur ces routes moi-même, il était parti. Et l'avertissement sonnait plus comme un défi dans ma tête que comme un conseil. C'est ainsi que cette histoire commence. Pas avec un fantôme, pas avec une légende, mais avec moi, à 21 ans, agité, et trop têtu pour laisser les vieux mots rester à leur place. Mon ami Rowan est venu de la ville pour un long week-end, à la poursuite d'orages et de bizarreries montagnardes authentiques pour son portfolio photographique. Dès la 2e nuit, nous avions déjà épuisé les lieux habituels. Le pont rouillé, la station-service abandonnée, l'église vide dont les vitraux avaient depuis longtemps été pillés.
Rowan voulait quelque chose de mieux. J'ai fait l'erreur de lui parler de Bitter Creek. Ce n'est qu'une vieille maison, ai-je dit, moitié à lui, moitié à moi-même. Les gens d'ici aiment parler. C'est exactement le genre d'endroit pour lequel je suis ici, a-t-il dit. Allez, Tobias. Une maison. On prend quelques photos et tu pourras prouver que ton grand-père était simplement superstitieux. La route vers Bitter Creek était une veine étroite d'asphalte fissurée qui serpentait sur le flanc de la crête. Pas de garde-fou, juste du gravier lâche sur le bord et une longue chute dans les arbres si on se trompait. Le brouillard collait bas au fossé, bien que le ciel soit clair. Quand nous avons tourné sur le dernier tronçon, mon téléphone a perdu le signal si vite que la sonnerie de notification a semblé comme une porte qui claque. Nous avons trouvé l'allée à moitié autour d'un virage aveugle. 2 ornières parallèles disparaissant dans la végétation, marquées seulement par une boîte aux lettres penchée sans nom. Un panneau renversé gisait à moitié enterré dans les mauvaises herbes. Les lettres « Défense d'entrée » avaient été tirées et puis peintes par-dessus, comme si quelqu'un avait voulu avertir les gens, puis avait changé d'avis. Nous avons remonté les ornières dans le vieux Jeep de Rowan, les branches grinçant le long des côtés, jusqu'à ce que les arbres reculent soudainement et que la maison se dresse devant nous. Je l'ai reconnue avant que mon cerveau ne suive. 2 étages, de la peinture rouge accrochée en bande sous les avant-toits, un porche enroulé autour de l'avant comme un sourire tordu, et un énorme chêne mort poussant droit à travers un trou dans les planches, ses branches mortes griffant le ciel. « Je vais être damné », ai-je murmuré. « Quoi » a demandé Rowan, attrapant son appareil photo. « Rien. J'ai menti. C'est ça. » De près, l'endroit semblait faux d'une manière que je ne pouvais pas nommer. Les proportions semblaient décalées, les fenêtres trop hautes et étroites, les lignes de toit s'affaissant d'une manière qui suggérait du poids plutôt que de l'âge. Il y avait des marques de griffes sur certains des poteaux du porche. C'était ma première pensée, en tout cas. Des sillons profonds, 3 à la fois, commençant à peu près à la hauteur de la poitrine et traînant vers le bas. Aucun ours que j'ai jamais vu n'aurait pu se tenir aussi droit sur ses pattes arrière et atteindre aussi haut. Nous sommes montés sur le porche. Il a fléchi sous nous, mais n'a pas cédé. La porte d'entrée pendait légèrement ouverte, gonflée par des années de météo. Une faible odeur s'échappait. Pas la moisissure et la pourriture habituelles, mais quelque chose de musqué et d'aigre, comme un animal mouillé qui aurait été enfermé dans un petit espace trop longtemps. Peut-être que quelque chose vit là-dedans, ai-je dit. Comme, vraiment vit. Nous devrions faire attention. C'est pour ça que nous avons ça, a dit Rowan, tenant une lampe torche épaisse et un couteau de poche plus symbolique qu'utile. Il a poussé la porte avec son pied, la caméra déjà en marche. La première chose que j'ai remarquée à l'intérieur, ce furent les chaînes. Elles étaient boulonnées au sol dans la pièce de devant. Des maillons lourds rouillés, se terminant par des entraves vides assez grandes pour encercler la cheville d'un homme. Il y avait des sillons profonds dans les planches, rayonnant de chaque boulon, des arcs grattés dans le bois, comme si quelque chose avait fait les 100 pas en cercle serré pendant longtemps. Le papier peint était déchiré à hauteur d'épaule, comme arraché par quelque chose qui avait tendu les bras encore et encore sans jamais tout à fait atteindre les fenêtres. « D'accord, ce n'est pas du tout louche », a dit Rowan doucement. Il a tourné la caméra vers moi. « Tu n'as pas mentionné la partie où ils enchaînaient quelque chose ici. » Je ne savais pas, ai-je dit, et j'ai réalisé que ma voix était tombée à un chuchotement sans que je l'aie voulu. Le reste de la pièce était principalement vide. Une chaise renversée, une table cassée, des rideaux depuis longtemps pourris, ne laissant que des tringles rouillées. Mais il y avait aussi des marques le long du plafond. Des traînées noires, comme si de la fumée avait léché les poutres en d'étranges motifs en boucle. Nous avons avancé plus profondément dans la maison. La cuisine était une ruine de placards et d'un évier à moitié arraché du mur, mais la porte de derrière était renforcée de l'intérieur avec des planches et plus de chaînes, comme si quelqu'un s'était autant inquiété de garder quelque chose à l'intérieur que de garder qui que ce soit à l'extérieur. Tout ce temps, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que nous étions observés. Pas des endroits habituels, fenêtres, portes, mais des coins plus sombres de la pièce, les espaces sous les meubles lourds, l'espace rétréci entre le sol et la marche du bas. Comme si ceux qui vivaient ici préféraient les points de vue bas. « Tu entends ça ?» a demandé Rowan soudainement. J'ai retenu mon souffle. Au début, je n'ai rien entendu d'autre que le craquement de la maison et notre propre respiration. Puis, faiblement, de quelque part sous nos pieds, un bruit de grattement est venu. Lent, rhythm. Un traînement et une pause. Un traînement et une pause. Probablement des tuyaux, ai-je dit automatiquement. Même si je savais que cet endroit n'avait pas vu d'eau courante depuis des décennies. Le faisceau de la lampe torche de Rowan a trouvé une porte étroite sous l'escalier, à moitié pourrie. Un cadenas plus récent pendait ouvert sur le loquet, comme si quelqu'un était parti en hâte. Le grattement est venu à nouveau, plus fort maintenant, juste derrière cette mince barrière. « Sous-sol », a-t-il dit. « Rowan,
Ne fais pas ça, ai-je commencé, mais il atteignait déjà la poignée. La porte s'est ouverte vers l'intérieur sur des gonds grinçants, révélant des marches de bois raides disparaissant dans le noir. Une vague d'air froid a roulé vers le haut, portant cette même odeur musquée et aigre, assez épaisse pour être goûtée. Mes yeux ont piqué. Pendant une seconde, j'ai cru voir un mouvement au bas des escaliers. Quelque chose de long et de pâle glissant hors du faisceau de ma lampe torche. Non, ai-je dit. Absolument pas. Nous avons assez de foutage. Partons. Il a hésité. La caméra pointée vers le bas. Juste une photo. Je suis venu jusqu'ici. Le grattement s'est arrêté. Dans le silence qui a suivi, un autre son s'est élevé. Si doux que j'ai cru l'imaginer. Une respiration lente et humide, comme des poumons qui ne fonctionnaient pas tout à fait correctement. Cela ne venait d'aucune direction. Cela montait de l'espace entre les marches, s'infiltrant à travers les fissures dans le plancher derrière nous, glissant entre les planches du porche, respirant tout autour de nous. Chaque poil de mon corps s'est dressé. « Rowan », ai-je dit, et ma voix est sortie fine et étrange. « Tourne-toi. Ne cours pas. Juste tourne-toi et sors maintenant. » Il a dû l'entendre aussi, car pour une fois, il n'a pas discuté. Nous avons reculé de l'ouverture de l'escalier, nos lampes torchées tremblantes. Quelque chose a bougé dans l'obscurité en bas, un poids traînant sur le béton. La première marche a craqué, non sous nos pieds, mais sous la pression d'en bas, comme si quelque chose poussait vers le haut, testant le bois. Une autre marche a gémi, puis une autre. Nous n'avons pas atteint le porche comme des adultes prudents. Nous avons détalé. Alors que nous atteignions l'air libre, la maison a semblé exhaler. Un son guttural et bas, qui aurait pu être du vieux bois qui se stabilisait. Ou quelque chose de déçu. Nous étions à mi-chemin de l'allée en Vasie, quand un fracas a retenti derrière nous. Si fort qu'il a rebondi sur les arbres. Rowan s'est retourné, la caméra toujours en main, et a capturé une seule image. La porte d'entrée grande ouverte, et quelque chose de grand en silhouette là pendant une fraction de seconde contre l'intérieur sombre. Pas un ours, pas un animal que je connaissais. C'était étiré de travers, les membres trop longs, une épaule plus haute que l'autre. La tête penchée à un angle qui me faisait mal au cou rien qu'à la regarder. Ses yeux, si c'était bien des yeux que ses reflets représentaient, ont capté les derniers rayons du jour et ont brillé comme ceux d'un animal dans un phare. Puis cela a disparu, tiré en arrière dans l'obscurité comme par un crochet. La respiration s'est coupée comme si quelqu'un avait fermé une valve. Les bois se sont tus de cette manière stupéfaite qu'ils ont juste avant qu'un orage n'éclate. Nous n'avons pas parlé avant d'être de retour sur la route principale, les pneus crachant du gravier. La maison et son chêne mort cachés derrière la courbe de la montagne. Rowan a finalement regardé l'écran de la caméra, les mains tremblantes encore. « Tu l'as vu » a-t-il demandé. Je ne voulais pas, mais j'ai hoché la tête. Il a fait défiler les images. Les plans intérieurs étaient là. Les chaînes sur le sol, les marques de griffes sur les murs, la porte du sous-sol ouverte. L'audio était un mur de parasites, brisé seulement par quelques secondes de respirations humides et laborieuses qui ne correspondaient pas aux nôtres. Quand il est arrivé à la partie où il s'était retourné dans l'allée, la vidéo a bugué. L'image a sauté, s'est déformée, puis a coupé à nous déjà de retour sur la route principale. L'image unique de la silhouette près de la porte n'est jamais apparue, peu importe à quel point il a fait défiler lentement. Il jure l'avoir vu à travers l'objectif. Je jure l'avoir vu de mes propres yeux. La caméra se souvient de quelque chose de différent. Je n'ai plus jamais raconté l'histoire de mon grand-père après cela. Quand les gens au bar parlent de Bitter Creek maintenant, je garde ma bouche fermée. Laissez-les penser que ce n'est qu'un endroit où les clochards squattent, où les enfants font la fête. Laissez-les rire des avertissements des anciens. Parfois, tard dans la nuit, quand le vent descend de la crête et fait trembler le revêtement de ma caravane, j'entends un autre son en dessous. Un grattement traînant lent. Un craquement comme du bois sous trop de poids. Une respiration qui ne correspond pas tout à fait à la mienne. Ces nuits-là, je pense à ce chêne mort perçant son chemin à travers le porche. À la chaîne enfoncée profondément dans le sol de la pièce de devant. Au cadenas neuf que quelqu'un avait un jour pris la peine de mettre sur la porte du sous-sol. Mon grand-père ne m'a jamais dit ce qu'il gardait dans cette maison, seulement que je ne devais jamais aller le chercher. Je n'ai pas écouté. Maintenant, je comprends quelque chose que je préfère ne pas comprendre. Ce qu'ils avaient construit pour retenir dans cette maison ne ressemblait pas à un fantôme. Cela semblait lourd. Cela semblait affamé. Et cela savait, pendant un bref moment stupide, que mon nom était Tobias et que je n'étais pas assez rapide pour mériter de m'en aller. La fiancée à la lanterne et la maison qui n'aurait jamais dû être ouverte. Dans chaque ville de montagne, il y a au moins une histoire qu'on raconte pour empêcher les enfants de s'aventurer trop loin après la tombée de la nuit. Dans la mienne, c'était la fiancée à la lanterne.
Quand j'étais petit, les enfants plus âgés disaient « Si tu voyais une femme pâle sur les routes de campagne après minuit, portant une lanterne, tu devais continuer à conduire, peu importe à quel point elle semblait avoir besoin d'aide. Si tu t'arrêtais, elle entrerait dans ta voiture sans ouvrir la porte, et tu ne rentrerais jamais chez toi. » J'y ai cru jusqu'à ce que je sois assez grand pour apprendre la vraie version de ma grand-mère. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que personne ne dit à voix haute. Parfois, les histoires poussent autour d'une graine de vérité, comme une cicatrice autour d'un éclat d'obus. Je m'appelle Cécilia, et j'aurais dû savoir mieux que de retourner dans cette maison. Elle se trouvait juste à côté de l'ancienne route nationale, à moitié cachée par du kutzut et des pins. Le genre d'endroit que tu ne remarques que si tu as grandi en le voyant depuis le bus scolaire. 2 étages, un toit pentu, un porche avant penché vers le fossé. Quand le soleil le frappait juste, on pouvait encore voir où quelqu'un l'avait autrefois peint d'un bleu joyeux. Tout le monde en ville la connaissait sous le nom de Maison Saunders, mais personne n'y avait vécu depuis avant ma naissance. Ce pourquoi elle était vraiment connue, cependant, c'était l'histoire qui y était attachée. La version plus gentille que tu entendais à l'école primaire était simple. Une fiancée abandonnée à l'hôtel, le cœur brisé, était rentrée à pied jusqu'à cette maison sous la pluie et avait disparu. Plus tard, les conducteurs ont commencé à voir une femme en robe déchirée au bord de la route la nuit, une lanterne à la main, toujours un peu plus près de la ville qu'elle ne l'était la fois précédente. Personne n'a jamais avoué s'être arrêté pour elle. Tout le monde connaissait quelqu'un dont le cousin d'un ami l'avait fait. C'étaient les histoires. La version que ma grand-mère m'a racontée une fois, après trop de 20 maisons lors d'une nuit chaude, était différente. Elle disait que la fille Saunders n'avait pas été abandonnée à l'hôtel. Elle était partie de son plein gré, glissant par l'arrière de l'église avec un homme que sa famille n'aurait jamais accepté. Ils avaient réussi à aller jusqu'au virage de la route près de la maison avant que la voiture ne perde le contrôle, comme les gens d'ici aiment à dire quand ils ne veulent pas parler de traces de dérapage et de coups brisés. Le marié est mort sur le coup. La fiancée, non. Elle a rampé le reste du chemin jusqu'à la maison avec une jambe cassée, traînant la lanterne de l'épave avec elle, laissant une traînée de sang tout le long de l'allée. Au moment où quelqu'un l'a trouvée, elle était sur le porche, les doigts usés jusqu'à l'os d'avoir gratté la porte. Le verre de la lanterne s'était brisé. La lumière ne s'est jamais éteinte. Selon ma grand-mère, la famille l'a enterrée dans le cimetière de l'église et a condamné la maison. Selon ma grand-mère, cela n'a pas aidé. J'ai quitté la ville pour l'université, j'ai déménagé à 3 heures de route, et j'ai essayé de transformer mon enfance en histoire que je pouvais raconter lors de fêtes. Les gens aimaient l'histoire de la fiancée à la lanterne. Ils l'aimaient encore plus quand je leur disais que la maison était réelle. Alors, quand je suis revenu un automne pour aider à régler la succession de ma grand-mère, des amis du lycée ont suggéré une visite nostalgique de tous les endroits où nous avions l'habitude de nous défier d'entrer en cachette. Je savais où la nuit allait se terminer. Nous étions 4, moi, Julian, Marjorie et une fille nommée Isolda, qui avait déménagé en ville en 9e année et n'avait jamais tout à fait cessé de regarder comme si elle ne croyait pas la moitié de ce qu'elle entendait. Nous avons commencé par le cinéma fermé et l'entrepôt évidé près des voies ferrées. Au moment où nous avons tourné sur la route nationale en direction de la maison Saunders, l'air avait cette morsure d'octobre et le ciel était assez dégagé pour que les étoiles semblent proches. On ne va pas vraiment faire ça, n'est-ce pas ? A demandé Marjorie depuis la banquette arrière, les bras enroulés autour d'elle. Allez, a dit Julian. On en parlait tous. Une dernière bêtise avant de devenir officiellement des adultes ennuyeux. J'ai voulu dire non. J'ai voulu dire que j'avais passé assez de temps avec les morts récemment, en triant les affaires de ma grand-mère, et que je n'avais pas besoin d'aller frapper à leur porte. Au lieu de cela, je m'entends dire « on regarde juste ». On ne reste pas. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Recroquevillée près du fossé, le porche incliné comme s'il écoutait les potins de la circulation passante. Les fenêtres avaient été condamnées de l'intérieur, mais les vitres étaient encore là, ternes et fissurées. Quelqu'un avait peint un cœur maladroit sur un mur, puis l'avait à moitié recouvert d'un X. Nous avons éteint les phares et laissé nos yeux s'adapter. La route était vide dans les 2 directions, un ruban noir disparaissant dans les arbres. « D'accord, règle », a dit Isolda en claquant la portière un peu plus fort que nécessaire. On ne se sépare pas. On ne monte pas à l'étage, et si l'un de nous dit qu'on doit partir, on part tous. Pas de question. D'accord, ai-je dit immédiatement. La porte d'entrée était gonflée et fermée. Nous avons trouvé un moyen d'entrer par le côté, une fenêtre de cuisine dont le verre était tombé depuis longtemps, le cadre rongé par la pourriture. À l'intérieur, l'odeur était celle du vieux bois, de la poussière, et de quelque chose de faiblement sucré en dessous, comme des fleurs séchées ou du vieux parfum. Nos faisceaux de lampes torches ont rebondi sur des débris dispersés, du plâtre de plafond tombé, une chaise renversée, du papier peint s'éloignant en longue bande. Pendant les premières minutes, c'était presque décevant d'ordinaire.
une cuisine en ruine, une pièce avant avec une cheminée morte, et un manteau dépouillé de tout ce qui avait de la valeur. Des graffitis sur les murs, des noms, des dates, des dessins grossiers. La seule chose qui a fait frissonner ma peau était la façon dont le centre du plancher du salon semblait usé. Je suppose que les planches là étaient plus lisses, décolorées en un cercle pâle, comme si un tapis ou quelque chose de plus lourd avait reposé là pendant très longtemps. C'est là qu'ils ont mis son corps, a plaisanté faiblement Julian, puis a grimacé à ses propres mots. Elle est morte sur le porche, pas ici, ai-je dit automatiquement. Selon qui? A demandé Isolda, m'étudiant. Ma grand-mère, ai-je répondu. Et la pièce est devenue un peu plus froide. Nous aurions dû nous arrêter là. Peut-être que nous l'aurions fait si ce n'était pas pour le son. Il a commencé doucement. Si doucement que j'ai cru que c'était le vent au début. Du verre tintant contre du métal en un rythme lent et irrégulier. Pas assez régulier pour être une horloge. Trop régulier pour être aléatoire. Tu entends ça? A chuchote Marjorie. Nous nous sommes tous tus. Le son est venu à nouveau, plus clair maintenant. Du verre tapant contre quelque chose, un tintement doux, suivi du léger grattement du métal sur le bois. Cela ne venait pas de l'intérieur de la maison. Cela venait de juste à l'extérieur, se déplaçant le long du porche. Les yeux de Julian ont rencontré les miens. Quelqu'un là dehors, a-t-il articulé silencieusement. Ça pourrait être un animal, a soufflé Isolda. Ou quelqu'un qui nous fait une farce. Le tintement s'est arrêté juste à côté de la porte d'entrée. Une ombre a passé sur la fente en bas, bloquant la fine ligne de lumière de la route. Pendant un battement de cœur, tout a retenu son souffle. Puis, très doucement, les jointures ont frôlé l'autre côté du bois en un coup discret, presque poli. Personne n'a bougé. Le coup est venu à nouveau, un peu plus fort. Cecilia, a dit une voix de femme, juste contre la porte. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas la façon dont un étranger dirait votre nom. Cela sonnait comme ma grand-mère quand elle m'appelait de la cour au crépuscule. La même intonation, la même affection fatiguée. Ma vision est devenue chaude et étroite. Mon esprit rationnel a sauté vers la seule explication qu'il pouvait trouver. Quelqu'un nous avait suivis, quelqu'un qui me connaissait. Mais personne en ville ne m'appelait plus de cette façon. Il raccourcissait mon nom, le déformait, le tordait. Seule ma grand-mère avait jamais mis autant de chaleur dans ce nom. Ne fais pas ça, a chuchoté Marjorie près de mon oreille, comme si elle savait exactement ce que je voulais faire. L'air dans la pièce semblait s'épaissir. Mes pieds semblaient lourds, comme si le cercle usé sur le plancher était soudainement rempli de boue. La poignée de la porte a tremblé dans son logement, puis a tourné d'une fraction de pouce lentement, comme par des doigts qui ne se souvenaient pas tout à fait comment saisir. Le loquet a tenu. Qui que ce soit, quoi que ce soit qui était de l'autre côté, seul le verrou que nous n'avions pas touché gardait la porte fermée. S'il te plaît, a dit la voix, et cette fois, cela ne ressemblait pas à ma grand-mère. Cela sonnait faux, comme deux voix superposées légèrement désynchronisées. Il fait froid. Le faisceau de la lampe torche d'Isolda a vacillé. Le bord du cercle usé sur le plancher a capté la lumière, et pour la première fois, j'ai vu les marques faibles qui étaient gravées dans les planches autour. Des lignes entaillées, de petites croix, des anneaux superposés, des symboles protecteurs, si l'on croyait à ce genre de choses. Des choses que les gens gravaient quand ils pensaient que le pire était déjà arrivé et essayaient de l'empêcher de se reproduire. Nous devrions sortir par où nous sommes entrés, a dit Isolda, la voix tremblante mais déterminée. Par la fenêtre de derrière, nous ne touchons pas à cette porte. La poignée a tourné davantage. Le bois a craqué. J'ai fait un pas vers elle sans le vouloir. Marjorie a attrapé mon poignet si fort que ses ongles ont laissé des croissants dans ma peau. Cecilia, a dit la voix à nouveau, plus proche, comme si la bouche de l'orateur était pressée juste contre la fente. Tu es rentré à la maison. Laisse-moi entrer. Je pouvais sentir la terre humide maintenant et quelque chose de métallique en dessous. Comme l'air avait senti dans le cimetière après l'enterrement de ma grand-mère, quand ils l'ont descendu dans la terre, mes yeux piquaient. Une partie de moi voulait désespérément ouvrir la porte, la voir une dernière fois, me prouver à moi-même que la mort ne signifiait pas ce que je pensais. Puis Julian a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a commencé à parler vite et fort par-dessus la voix. « Et, tu te souviens de cette fois en 10e année où tu as vomi dans le bus ?» a-t-il lancé, me regardant. Pas dans le bus, partout, comme dans les escaliers. J'ai éclaté de rire, puis je me suis étouffé. Le sort, si c'en était un, s'est brisé juste assez. La pièce est revenue au premier plan. Ma grand-mère était morte. La chose sur le porche connaissait mon nom. Ces deux choses étaient vraies. Elles n'avaient pas besoin d'être connectées. Isolda n'a pas attendu. Elle nous a poussés en arrière à travers la cuisine, nos pas bruyants sur les planches déformées. Le tintement nous a suivis, se déplaçant le long du revêtement, du verre contre le bois,
toujours à notre niveau, comme une lanterne suspendue, se balançant dans une main qui ne se fatiguait jamais. Au moment où nous avons grimpé par la fenêtre de la cuisine, mes jambes tremblaient si fort que j'ai failli tomber. Le fossé à côté de la maison s'ouvrait, noir et profond. La route était vide. Pas de voiture, pas de piétons, pas de femmes pâles en robe, juste nous quatre, et le son de notre propre respiration haletante. Nous nous sommes entassés dans la voiture. Dès que le moteur a démarré, la lumière du porche de la maison Saunders s'est allumée. L'ampoule était recouverte de poussière et de toiles d'araignée, mais elle brûlait d'une lueur orange constante et surnaturelle, comme si quelqu'un venait de l'allumer de l'intérieur. Dans cette lumière, pendant un battement de cœur, j'ai vu une figure derrière la fenêtre avant. Pas un corps entier, juste l'impression d'un visage tourné vers nous, trop brillant là où les yeux auraient dû être, comme une flamme réfléchie. Puis nous étions autour du virage, les feux arrière peignant les arbres en rouge, la maison disparue. De retour chez ma grand-mère, j'ai fouillé dans les boîtes que j'avais triées toute la semaine. Près du fond de l'une d'elles, sous des piles de fiches de recettes et de vieilles photographies, j'ai trouvé une feuille de papier pliée avec mon nom écrit dessus de son écriture soignée. Ce n'était pas une lettre. C'était une liste. Fiancé à la lanterne, ne t'arrête pas. Maison Saunders. La porte reste fermée. Certaines lumières ne sont pas pour toi. C'était tout. Je ne raconte plus l'histoire de la fiancée à la lanterne pour rire. Je raconte aux gens la version sur une fille au cœur brisé et une leçon sur le fait de ne pas s'occuper des affaires des autres sur les routes de campagne. Je ne leur parle pas des symboles gravés dans le plancher ou de la façon dont mon nom sonnait dans cette double voie ou de la lumière du Porsche qui n'aurait pas dû fonctionner. De temps en temps, en conduisant sur la route nationale après la tombée de la nuit, j'aperçois une faible lueur à travers les arbres près de l'ancienne allée. Ondulant à la hauteur d'une lanterne portée dans un bras fatigué. Je garde les yeux sur les lignes jaunes et mes mains serrées sur le volant. Certaines histoires ne cherchent pas à vous faire peur pour le plaisir. Elles essaient de garder quelque chose de l'autre côté d'une porte verrouillée. La maison où mon frère a disparu. Les gens aiment dire que la vidéo ne ment pas. Ils le disent comme si les images étaient une sorte de protection, comme si le fait de pouvoir rejouer quelque chose signifiait que cela ne pouvait pas vraiment vous faire du mal. Je croyais cela autrefois. Je pensais qu'une caméra faisait de moi un observateur au lieu d'un participant. Puis j'ai filmé mon frère disparaître à l'intérieur d'une maison abandonnée. Et la seule chose que les images ont prouvé, c'est que certaines lacunes ne sont jamais comblées. Je m'appelle Julien. Quand cela s'est produit, j'avais 18 ans et mon frère en avait 20. Il s'appelait Tobias et c'est lui qui m'a initié à l'exploration des vieux lieux. Il appelait cela documenter des espaces oubliés. Mais en réalité, il aimait simplement aller là où nous n'étions pas censés être. Je le suivais parce qu'il était mon grand frère et que le suivre semblait être la chose la plus sûre au monde. Cela était vrai jusqu'au moment où cela ne l'était plus. La maison qu'il a prise se trouvait au bout d'un chemin de terre partant d'une route de service à peine assez large pour un camion. Personne n'avait de nom pour elle. Les gens l'appelaient simplement cet endroit près de la carrière, comme si c'était une pensée après coup. De l'extérieur, ce n'était rien de spécial. Un étage, bas avec un toit bas et un revêtement déformé par la chaleur et le temps. La seule chose étrange était la caravane enfoncée dans le sol derrière elle, à moitié effondrée, comme si la terre avait décidé de l'avaler et avait perdu son intérêt à mi-chemin. Nous en avons entendu parler par un gars à la station-service qui a dit que les enfants du coin faisaient la fête là-bas, jusqu'à ce que quelqu'un disparaisse et que tout le monde décide que les bois étaient plus amusants. Il a ri en le disant, comme si c'était une légende urbaine. Les yeux de Tobias se sont illuminés. « C'est notre endroit », a-t-il dit sur le trajet. 2 structures, pas de voisins. Parfait. Je me souviens de la façon dont les arbres se sont refermés alors que nous avancions. Les branches s'entrelaçant au-dessus de la route, transformant la lumière de l'après-midi en une lueur verte et fine. Au moment où nous nous sommes garés près de la grille rouillée qui bloquait les derniers mètres, mon téléphone avait déjà perdu le signal. Tobias a pensé que c'était un bonus. Pas d'interruption, juste nous dans la maison. De la cour, nous pouvions voir directement à travers les fenêtres avant brisées. L'intérieur semblait comme tous les autres endroits oubliés où nous étions allés. Meubles cassés, graffitis, des morceaux de ciel là où le toit avait abandonné. L'air sentait la poussière et la vieille pluie. « D'accord », a dit Tobias en me tendant la caméra plus petite. « Tu prends la maison, je vais vérifier la caravane, puis on échange. Comme ça, on a tout avant de perdre la lumière. » Nous en avons discuté pendant 1 minute. Je ne voulais pas me séparer, pas par peur, juste par habitude. Nous narrions toujours ensemble, nous plaisantions en échangeant des répliques. Il a roulé des yeux et m'a dit que je devenais mou. À la fin, nous avons fait ce qu'il a dit. Nous faisions presque toujours ce qu'il disait. Je suis entré en premier dans la maison, le sol a craqué sous mes bottes avec du verre brisé et du plâtre.
J'ai balayé lentement avec la caméra, décrivant ce que je voyais. Un canapé dont la garniture avait explosé, des dégâts d'eau fleurissant sur le plafond, une ligne d'empreintes de mains sales le long du mur du couloir à hauteur d'enfant. Quelqu'un avait peint « ta date » en peinture rouge au-dessus de l'embrasure de la porte, 2012, puis l'avait barré avec 3 traits épais. En dessous, en lettres plus petites, quelqu'un d'autre avait écrit « pas encore ». J'ai pensé que c'était un non-sens typique et edgy. Un autre avertissement peint par des gens qui voulaient faire peur à ceux qui viendraient après eux. Je me souviens avoir dit cela à la caméra, essayant de sonner plus courageux que je ne me sentais. À l'arrière de la maison, il y avait une seule chambre. Le cadre de lit était nu, le matelas disparu depuis longtemps. Chaque centimètre des murs était couvert d'écritures, principalement des noms, certains à l'encre, d'autres gravés avec quelque chose de tranchant, des dates à côté de certains d'entre eux. J'ai reconnu certains des noms de familles de la région. D'autres ne signifiaient rien pour moi. Dans le coin près de la fenêtre, l'écriture a changé. La même main encore et encore. Une phrase pressée dans le placoplâtre jusqu'à ce que les lettres percent presque. J'étais ici. J'étais ici. J'étais ici. J'étais ici. Cela continuait ainsi, un cœur empilé sur le mur, grimpant vers le plafond jusqu'à ce que les mots deviennent tremblants et petits près du sommet, comme si la personne qui le faisait s'était tenue sur quelque chose d'instable. La caméra a capturé ma main se tendant, les doigts s'arrêtant juste avant la ligne la plus haute. J'ai dit quelque chose sur la fièvre des cabanes, sur les squatteurs perdant la tête. Ma voix sonnait faux dans cette pièce. C'est alors que j'ai remarqué le silence. Dans la pièce principale, je n'entendais plus le vent à travers les fenêtres brisées ou le bruissement des feuilles. Je n'entendais plus Tobias m'appeler de la cour comme il le faisait habituellement quand il trouvait quelque chose de cool. J'ai réalisé que je n'entendais rien du tout, pas même ma propre respiration, pas le léger bourdonnement de la caméra. C'était comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde à 0. Je suis retourné dans le couloir. La pièce avant était vide, la lumière oblique et basse, orange maintenant. À travers la fenêtre brisée, je pouvais voir la caravane à l'arrière, sa porte pendant à moitié ouverte. « Tobias » ai-je appelé. Ma voix est sortie fine et lointaine, comme si je l'entendais à travers un mur. Pas de réponse. Je me suis dit qu'il était à l'intérieur de la caravane et ne pouvait pas m'entendre. Je me suis dit beaucoup de choses pendant cette première minute. J'ai marché vers la porte arrière, la caméra toujours en marche, écrasant l'herbe haute en direction de la caravane. Le sol était mou sous mes bottes. Trop mou, comme s'il avait été dérangé et ne s'était pas encore stabilisé. Plus je m'approchais, plus l'air semblait mauvais. Il faisait plusieurs degrés plus frais, ma peau se hérissait de chair de poule, bien que la sueur coulait le long de ma colonne vertébrale. L'intérieur de la caravane était un tunnel étroit d'ombre et de débris, la lumière du jour atteignant à peine le milieu. J'ai hésité sur le seuil. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Un sens animal que entrer était une mauvaise idée. « Tobias, arrête de faire le con », ai-je dit plus fort cette fois. « On doit finir avant la nuit. » Silence. Puis, très faiblement, du fond de la caravane. Un son, pas une voix. Pas vraiment. Plus comme quelqu'un essayant de parler avec la bouche couverte. Un murmure humide et étouffé qui aurait pu être mon nom ou rien du tout. Je suis entré. Le plancher s'est immédiatement affaissé, toute la structure penchant vers le côté où la terre avait commencé à l'avaler. Quelque chose avait arraché la plupart des meubles intégrés, laissant des bords dentelés et de l'isolation exposée. À l'extrémité éloignée, là où aurait dû se trouver une chambre, le plancher s'ouvrait sur un trou sombre et irrégulier, d'environ 1,20 m de large. Le cadre métallique autour était plié vers le bas, comme si quelque chose de lourd était tombé d'en haut ou avait poussé d'en bas. Je me suis approché par petits pas, une main sur le mur pour me stabiliser. Le viseur de la caméra le montre plus clairement que je ne m'en souviens. Le bord du trou maculé de terre et de quelque chose de plus sombre. La terre dérangée en dessous, plongeant dans une obscurité dont je ne voyais pas le fond. Pendant une seconde, j'ai cru voir des doigts agripper le bord déchiqueté de l'ouverture d'en bas, pâle et maculé de terre. J'ai sursauté, la gorge serrée. Mais quand j'ai balayé la caméra, il n'y avait rien. Juste le trou, exhalant de l'air froid sur mon visage. Chaque instinct que j'avais hurlé de partir. Au lieu de cela, je me suis penché aussi loin que j'ai osé et j'ai appelé son nom à nouveau, la voix tremblante. Tobias, si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Cette fois, quelque chose a répondu. Un son est monté des ténèbres, mais ce n'était pas un mot. C'était un sanglot coupé en deux, comme si quelqu'un avait commencé à crier et qu'on lui avait arraché le son de sa gorge. Puis le monde s'est rallumé d'un coup. J'ai entendu le vent. J'ai entendu les feuilles. J'ai entendu un corbeau quelque part dehors laissant échapper un cri rauque. Ma propre respiration a rugi dans mes oreilles. Mes genoux ont presque cédé. J'ai trébuché en arrière,
manquant de peu de tomber sur un meuble brisé, et j'ai couru. Je ne me souviens pas d'avoir traversé la cour. Une image de la vidéo montre la maison rétrécissant derrière moi. La suivante montre l'intérieur du Jeep alors que je tâtonnais avec les clés. J'ai attendu sur le siège du conducteur que la portière passager s'ouvre. Elle ne l'a jamais fait. Ils ont trouvé la botte de mon frère près du trou 2 jours plus tard, quand les équipes de recherche ont finalement atteint l'endroit. Ils ont trouvé des marques de frottement sur le métal là où il aurait pu glisser. Ils ont envoyé des caméras dans la terre et ont obtenu des images de racines emmêlées, de vieilles bouteilles, d'os d'animaux. Pas de corps, pas de signe d'un système de tunnel assez grand pour avaler un homme adulte. Le mot officiel qu'ils ont utilisé était « accident », suivi de « présumé ». Ce dernier mot ne semblait pas être un mot qui devrait s'appliquer à mon frère, mais le voilà, en noir et blanc. Les images que j'ai tournées ont fini sur le bureau d'un détective, puis sur une clé USB qu'il m'a rendue des mois plus tard. Pour la clôture, a-t-il dit, regardant la table au lieu de mon visage. Je ne les ai pas regardés tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, seul dans ma chambre avec les lumières allumées, j'ai réalisé quelque chose qui ne m'a pas laissé dormir facilement depuis. Il y a un passage de 2 secondes dans la vidéo, juste au moment où je franchis pour la première fois le seuil de la maison. La caméra bugue, l'image saute, se déforme, puis se stabilise à nouveau. Dans cette distorsion, dans le reflet d'un miroir brisé sur le mur, on peut nous voir tous les deux. Moi dans l'embrasure de la porte et Tobias juste derrière mon épaule. Exactement là où il était à ce moment-là. Quand l'image se clarifie, je suis toujours là. Lui ne l'est pas. Le code temporel de la vidéo indique qu'il a disparu avant même que nous n'atteignions la caravane, avant le sol mou, avant le trou dans le plancher. Selon le seul enregistrement qui existe, mon frère était là une image et disparu la suivante, sans espace entre les deux pour quelque chose d'aussi simple que la cause et l'effet. J'ai regardé ces 2 secondes plus de fois que je ne veux l'admettre. Chaque fois, mon cerveau essaie de combler l'espace où il devrait être. Il n'y parvient jamais. Les gens disent que la vidéo ne ment pas. Peut-être que c'est vrai, mais elle ne vous dit pas tout non plus. Elle ne vous dit pas où va une personne quand les montagnes décident qu'elles en ont assez de vous laisser marcher sur leurs routes oubliées. Elle ne vous dit pas ce qui peut attendre dans les endroits sombres sous les maisons que personne ne revendique, tendant la main vers la première main chaude qu'elle peut trouver. La maison de pension et les pièces qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Les gens supposent que la pire chose que vous pouvez trouver dans une maison abandonnée est un fantôme. Ils imaginent des ombres dans les embrasures de portes et des endroits froids dans les couloirs. Des histoires que vous pouvez finalement secouer comme des tours de lumière et de nerfs. C'était aussi ma peur, autrefois. Puis je suis entré dans un endroit qui n'avait pas besoin de fantômes pour être maléfique. Et maintenant, j'ai beaucoup plus peur des vivants. Je m'appelle Marjorie. Je travaille dans les soins à domicile, ce qui signifie que je passe mes journées à entrer et sortir des maisons des autres, voyant les parties de leur vie qu'ils ne montrent à personne d'autre. La plupart du temps, cela signifie simplement du désordre et de mauvaises émissions de télévision. Parfois, cela signifie des cafards et de la négligence. Cette fois, cela signifiait quelque chose de bien plus sombre. Cela a commencé avec l'une de mes clientes régulières, une femme âgée nommée Madame Poule qui avait survécu à la plupart de sa famille et à la plupart de sa ville. Elle vivait à la lisière d'une petite communauté des Appalaches, le genre d'endroit avec une station-service, une église, et plus de maisons vides que de maisons occupées. Elle était seule, vive comme une lame, et affectionnait de parler du passé comme s'il s'agissait d'un voisin qui pourrait frapper à la porte à tout moment. Un après-midi, alors que je l'aidais à trier une boîte de vieux papiers, elle a sorti un trousseau de clés sur un anneau en laiton et les a tenues entre nous comme si c'était quelque chose de poison. Cette maison de pension sur l'ancienne route du charbon, a-t-elle dit. Papa l'a achetée pour la location quand la mine était encore ouverte. Personne n'y a vécu depuis des années. J'avais l'intention de faire venir quelqu'un pour y jeter un coup d'œil, voir dans quel état elle est. Je lui ai dit que je n'étais pas entrepreneur. Elle a secoué la tête. Je n'ai pas besoin d'un devis, a-t-elle dit. J'ai juste besoin de Dieu en qui j'ai confiance. Assure-toi qu'elle est vraiment vide. J'aurais dû dire non. Ce n'était pas dans ma description de poste, mais elle avait l'air effrayée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme si quelque chose la rongeait dans l'obscurité. Je lui ai dit que je passerais après mes tournées, que je jetterais un coup d'œil rapide et que je lui ferais un rapport. La route menant à l'ancienne maison de pension serpentait dans un creux où je n'avais jamais eu de raison de conduire. Les arbres pressaient de près des 2 côtés, leurs branches se rejoignant au-dessus, transformant le milieu de l'après-midi en un crépuscule précoce. La maison est apparue soudainement autour d'un virage. 3 étages de bardeaux gris, un long porche, une rangée de fenêtres étroites comme des yeux qui observent. Il n'y avait pas de voiture devant. Aucun signe de vie. De près, le bâtiment semblait entretenu. Pas bien, exactement, mais mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un endroit censé être laissé seul depuis des années.
L'herbe le long de l'avant était courte, comme si quelqu'un avait passé une tondeuse dans le dernier mois. Les marches du porche avaient été renforcées avec du bois neuf. La serrure de la porte d'entrée était neuve et brillante. Le laiton à peine terni. La clé de Madame Poule est entrée dedans aussi facilement que si elle avait été utilisée la veille. Cela aurait dû être mon premier signe pour partir. Au lieu de cela, je suis entré. L'air dans le hall était frais et stagnant. Un long comptoir avec des cases à courrier courait le long d'un mur. Un escalier montait au milieu, se divisant à un palier et bifurquant à gauche et à droite vers les étages supérieurs. Du vieux papier peint à motifs de rose fané s'écaillait aux coutures. Cela aurait pu être n'importe quelle maison de pension décrépite d'il y a 100 ans, sauf pour l'odeur. Sous la poussière et le vieux bois, il y avait une légère odeur chimique que je reconnaissais de ma formation. De l'eau de Javel. « Bonjour », ai-je appelé. « Maintenance. » « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Pas de réponse. Le silence semblait épais, pas vide. J'ai vérifié rapidement le premier étage. Un salon avec des fauteuils affaissés. Une salle à manger avec de longues tables et des bancs. La cuisine à l'arrière, surprenamment propre. Les comptoirs essuyés. Pas de toile d'araignée dans les coins. Quelqu'un utilisait cet endroit, mais pas comme une auberge. Un couloir étroit menait de la cuisine vers l'arrière de la maison. En le parcourant, les portes de chaque côté m'ont dit plus que je ne voulais savoir. Chaque porte avait des verrous à l'extérieur, pas à l'intérieur. Des verrous à peine dormants, des barres coulissantes, des charnières métalliques pour des cadenas. Certaines en avaient plus d'un. Le bois autour d'eux était éraflé et marqué, comme si quelqu'un avait frappé ou donné des coups de pied dans les panneaux de l'autre côté. Ma gorge s'est serrée. J'ai ouvert la première porte, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un se précipite vers moi. La pièce était petite, à peine assez d'espace pour un lit de camp métallique boulonné au sol et un seau dans le coin. Pas de fenêtre, pas de décoration. Le genre de pièce conçue pour retenir une personne, pas pour héberger un invité. La pièce suivante était la même. Et la suivante. À la 4e porte, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher le trousseau de clés. Dans cette pièce, il y avait des marques de doigts sur le mur près de la porte. 4 stries parallèles traînant vers le bas, à travers la peinture écaillée jusqu'au plâtre nu en dessous. J'ai compté les entailles. Elles étaient trop petites pour appartenir à un homme adulte. J'ai presque fait demi-tour à ce moment-là, presque retourné à ma voiture et conduit directement au bureau du shérif, mais il y avait une dernière porte tout au bout du couloir, plus lourde que les autres, avec un panneau coulissant à hauteur des yeux comme dans un vieux film. Le cadenas qui y pendait était ouvert, le verrou reposant contre le bois. Je ne sais pas pourquoi je l'ai touché. Par curiosité, par habitude, par un sentiment d'obligation envers ce qui pouvait se trouver derrière. Mes doigts se sont refermés autour du métal frais. L'air de l'autre côté de la porte semblait différent, plus froid contre la peau de mon poignet. À l'intérieur, la pièce était plus grande, mais pas plus réconfortante. Plusieurs chaînes en acier boulonnées dans le sol en béton, chacune se terminant par une entrave comme une accusation. Une ampoule nue pendait du plafond, éteinte. Mais quand j'ai actionné l'interrupteur près de la porte, elle s'est allumée, bourdonnant faiblement. Les murs en béton étaient tachés de manière que je ne voulais pas identifier. Sur une table pliante en métal contre un mur, un téléphone portable prépayé bon marché était posé à côté d'une pile de dossiers en carton. L'écran du téléphone s'est allumé quand je l'ai touché. Pas de code. Les derniers messages textes étaient encore ouverts. Jour 2. Art déposé au même endroit que la dernière fois. Garde-les en place. Pas de marque. Paiement effectué. Mon estomac s'est noué. J'ai feuilleté les dossiers. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de pièces d'identité, des formulaires d'admission avec de faux noms et de vrais âges, des notes griffonnées sur l'absence de liens locaux. Ramassées à la gare routière. Ne parle pas anglais. Ce n'était pas une vieille scène de crime. C'était une opération. Active, organisée, utilisant une maison dans laquelle j'étais entré avec des clés qui m'avaient été remises par une femme qui pensait encore posséder un bâtiment vide. Je n'ai pas entendu le véhicule se garer à l'extérieur. Je n'ai pas enregistré le son des pneus sur le gravier jusqu'à ce qu'une porte claque quelque part au-dessus de moi. Une voix d'homme a dévalé le couloir, parlant à quelqu'un que je ne pouvais pas entendre. J'ai éteint la lumière et me suis pressé contre le mur, le cœur battant si fort contre mes côtes que cela faisait mal. Des pas ont traversé le hall. Un autre ensemble a suivi. 2 hommes, peut-être. Des clés ont tinté. Une serrure a tourné. Ils se déplaçaient plus profondément dans la maison, vers la cuisine. Vers le couloir dans lequel je me tenais. Pendant une seconde folle, j'ai pensé à rester, me cacher sous un lit de camp, attendre qu'ils ouvrent la porte et puis quoi ? Me battre contre 2 d'entre eux ? Me parler pour me sortir de là. J'ai vu des gros titres défiler dans ma tête,
des visages dans ses dossiers, et j'ai réalisé que s'il savait que j'étais entré ici, s'il savait que j'avais vu cela, je ne rentrerais pas chez moi. L'arrière de la pièce avait une petite fenêtre haute à moitié peinte. Le verre était fissuré mais intact. J'ai traîné un lit de camp en dessous. Les pieds métalliques ont grincé sur le sol et je me suis hissé. Chaque bruit semblait être un cri à ce moment-là, mais les pas à l'étage ne se sont pas arrêtés. J'ai utilisé mon coude pour casser le reste du verre et je me suis tiré à travers, me grattant les cuisses et les mains sur le cadre. Dehors, je suis tombé durement dans des feuilles humides et l'odeur des bois m'a frappé comme une bénédiction. J'ai rampé sur le ventre le long du mur arrière de la maison jusqu'à atteindre la lisière des arbres, puis j'ai couru sans regarder en arrière. J'ai appelé le 911 depuis la première station-service que j'ai trouvée avec des gens à l'intérieur. La voix de la standardiste est passée de l'ennui à l'accentuation en un battement de cœur quand j'ai donné l'adresse. Elle m'a dit de rester sur place. Des officiers étaient déjà dans le secteur, a-t-elle dit. Ils cherchaient cette maison depuis des mois. Plus tard, j'ai appris le reste par les nouvelles et par des morceaux que le détective a laissé échapper quand il est venu prendre ma déposition. Ils ont fait une descente dans la maison de pension cette nuit-là, ont trouvé 3 personnes dans ces pièces en bas, ont trouvé des preuves de beaucoup d'autres qui étaient passés et avaient disparu, ont arrêté 2 hommes sur place et ont passé l'année suivante à démêler le reste du réseau. Un détective m'a dit dans un moment de calme que si j'étais allé à la maison 1 heure plus tard, les pièces auraient été pleines. Si j'y étais allé 1 heure plus tôt, il n'y aurait eu aucun signe que quelqu'un revenait, et la maison aurait peut-être resté une rumeur plus longtemps. Madame Poole est morte avant la fin du procès. Elle n'a jamais su ce que l'investissement de son père était devenu, ce qui se passait dans la pièce qu'elle imaginait remplie de pensionnaires et d'euros du dimanche. J'ai vidé le reste de ses papiers. J'ai gardé les clés, cependant, non parce que je voulais un souvenir. Je les ai gardées comme preuve que parfois, les pires horreurs ne sont pas abandonnées du tout. Parfois, elles sont ouvertes aux affaires, attendant derrière des serrures fraîches et des porches bien entretenues, possédées sur le papier par des gens qui seraient détruits de connaître la vérité. Les gens me demandent maintenant pourquoi je n'ai pas peur des maisons hantées. Je leur dis, j'ai vu un endroit qui n'avait pas besoin de fantômes. J'ai marché dans des couloirs construits pour retenir des cris. Si des esprits hantent les montagnes, peut-être ne sont-ils que les échos de toutes les personnes qui ont rencontré des hommes comme ceux de cette maison de pension et n'ont jamais eu la chance de tourner une clé et de ressortir.